cherché. C'est le nucléaire civil en Amérique du Sud. Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce sujet-là. On est sur le carbone et le Churchill et Chamberlain. Je ne vois pas comment ils peuvent tellement cohabiter, ces gens-là. Mais enfin bon, c'est un titre qui a été qui est accrocheur en tout cas. Et pour vous faire plaisir, donc c'est un étudiant qui va vous présenter, et non pas un vieux couteau comme moi. Voilà. Alors Anthony, à vous. Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Marc Jancovici, spécialiste de l'énergie et du climat, diplômé de l'école polytechnique ainsi que de l'école nationale supérieure des télécommunications de Paris. Il est l'auteur principal du bilan carbone pour le compte de l'ADEME et travaille aujourd'hui avec Alain Grandjean sur le développement de Carbone 4, cabinet de conseil technique dans le domaine de la transition énergétique. En parallèle, Monsieur Jancovici mène un nombre important d'activités. Cofondateur des Entretiens Énergie-Climat, membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, membre associé de l'Académie royale de Belgique et du comité des experts du débat sur la transition énergétique et plein d'autres. C'est un CV très impressionnant. Parmi ses actions les plus importantes, M. Jancovici est enseignant à Mines ParisTech et fondateur du Shift Project, site international de réflexion sur les politiques de transition énergétique. Il est l'auteur de 7 ouvrages, dont certains traduits dans une dizaine de langues, et a mené plus de 600 conférences et formations dans plus de 10 pays. Il a été chroniqueur sur France Info, aux 20h de TF1, et aujourd'hui dans le journal Les Échos. Il est l'auteur du site internet de vulgarisation scientifique sur l'énergie et le changement climatique manicor.com. En 2016, M. Jancovici a fait un retour sur la COP21 au siège de la SPEN à Paris et a été interviewé dans la RGN lors de son exposé « La croissance verte n'existe pas ». Ce soir, la présentation portera sur les énergies fossiles avec un titre assez original, Churchill ou Chamberlain, notre président et le carbone. Voilà, merci M. Jancovici. Je confirme que j'ai dit que je ne voulais pas causer aux vieux. Alors j'en fais l'expérience tous les jours, puisque j'ai moi-même des enfants, et je peux vous dire que les enfants n'écoutent pas les vieux. Alors je vais vous le dire autrement, j'aimerais savoir qui dans la salle a moins de 40 ans. Bon, ça va, je m'en vais pas tout de suite. Non, c'est pas une blague. J'ai constaté d'expérience que les gens qui avaient plus de 60 pouvaient comprendre ce que je disais et n'en font strictement rien. Parce que voilà, il y a un âge à partir duquel on est enfoncé dans ses habitudes, et donc ça ne change rien. Et là, c'est très frustrant quand on fait un métier auquel on croit de causer à des gens qui ne changeront rien, d'où ce que je viens de dire. C'est, vous verrez, pour ceux qui ont moins de 40 ans. Ce que je vais vous raconter ce soir, vous savez, il y a quelqu'un qui disait on ne sait écrire qu'un seul livre. Alors moi j'en ai écrit 7, mais en fait j'en ai écrit qu'un. Donc autant vous donner le dernier. L'idée de ce que je vais défendre ce soir, c'est que le débat énergétique aujourd'hui est victime d'un nombre considérable de malentendus sur le rôle réel de l'énergie, sur le mérite de chaque énergie et sur ce que signifie la contrepartie réelle d'un monde dans lequel on devient sobre en énergie. Alors c'est quelques idées que j'ai développées là-dedans et que je peux résumer avec cette petite maxime qui caractérise en particulier une partie des débats français récents, qui est quand on ne sait pas où on va, l'important c'est d'y aller le plus vite possible. Ça s'applique assez bien à un certain nombre de choses que j'ai vues en fréquentant les cabinets ministériels, quelques élus et quelques patrons. Alors pourquoi est-ce que j'ai donné à la conférence de ce soir le titre Churchill, Chamberlain et le carbone? Certains d'entre vous, alors là c'est plutôt les temps grises, ont probablement en mémoire cette citation célèbre de Churchill s'adressant à Chamberlain revenant de Munich, où il avait signé des accords qui, pensait-il, allaient préserver la paix. Donc Churchill lui dit, Monsieur Chamberlain, qui à l'époque était Premier ministre, Churchill c'était rien du tout à l'époque, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Eh bien, ce que je vais vous dire ce soir en ce qui concerne les énergies fossiles, c'est la transcription exacte de cette citation historique, c'est-à-dire, nous avons le choix entre croire qu'on va continuer à avoir l'abondance et l'effort, on choisit l'abondance, et en fait, on aura les efforts décuplés, parce qu'on est en train de se méprendre sur les marges de manœuvre réelles qui nous attendent en ce qui concerne l'avenir. Alors, je vais appeler à ma rescousse un enseignant qui a beaucoup plus d'étudiants que moi,
beaucoup plus d'étudiants que vous êtes nombreux ce soir, qui officiait, parce que là il est à la retraite je crois, une fois par mois sur TF1, et qui avait chaque fois qu'il officiait donc 6 millions d'étudiants. Et c'est un Marseillais, personne n'est parfait. Et alors, effectivement, ils sont tous jeunes, parce qu'en venant ici, j'ai vu une affiche, Jean-Claude Gaudin vous présente ses meilleurs vœux, il y avait des gamins de 10 ans sur l'affiche. Donc je vous confirme, tous les Marseillais sont jeunes. Donc Jean-Pierre, notre ami Foucault, n'a jamais posé cette question lors du cours qu'il donne une fois par mois aussi à 6 millions de Français, mais il pourrait. Eh bien, si je pose cette question aux Français, et que je prends des gens normalement constitués, là je ne donne pas les réponses évidemment, eh bien ce qui va venir à l'esprit des gens qui vont voir cette question, en premier, pour faire l'expérience, très simple, c'est l'énergie, c'est une facture. Je paye tous les mois, ou tous les 2 mois, enfin tous les 2 mois en l'occurrence, mon électricité, mon gaz. Et soit dit en passant, c'est une petite facture. Et je vais vous en donner la démonstration tout de suite. Qui dans cette salle est locataire? Qui parmi les gens qui ont dit qu'ils étaient locataires ne connaît pas le montant de son loyer? Pas un bracelet. Qui dans cette salle paye ses factures d'électricité? Qui dans cette salle n'est pas capable de me donner le montant exact de sa dernière facture? Les autres sont malhonnêtes. C'est bien la preuve que c'est une petite facture. Parce que si c'était une grosse facture, vous le sauriez. Si c'était une grosse facture, vous le sauriez. Et de fait, l'énergie est une petite facture. Vous avez ici les dépenses énergétiques rapportées au PIB. Alors je vais souvent utiliser le mot PIB pendant cet exposé. Le PIB, on a souvent coutume de qualifier ça de richesse. Alors en fait, c'est parfaitement faux. Le PIB n'est pas une richesse. Le PIB est la contrepartie monétaire de notre activité économique de l'année. Le PIB, c'est un empilement de valeur ajoutée, et c'est en gros la valeur de tout ce qu'on a produit dans l'année. Et comme vous ne produisez pas sans un consommateur en face, mon première approximation, c'est la même chose que la valeur de tout ce qu'on a acheté dans l'année. D'accord? C'est ça, le PIB. Donc là, j'ai un graphique qui vous donne, pour pétrole, gaz et charbon, qui sont les 3 principales énergies qu'on consomme dans le monde, la valeur de l'achat de l'énergie comparée à l'achat de tout. Et vous voyez que la plus chère des énergies qu'on utilise, le pétrole, c'est quelques pourcents de son gain, en moyenne. Donc c'est une petite facture. Et alors comme le premier réflexe qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est l'énergie c'est une facture et c'est une petite facture, conclusion qu'il y a immédiatement derrière, c'est si ça fait 4% de mes dépenses, et ben je vais m'en occuper 4% du temps et ça ira bien. Donc l'énergie, c'est un truc dont je m'occupe quand j'ai le temps. Et quand j'ai pas le temps, je m'occupe des trucs sérieux, c'est-à-dire de la croissance, des hôpitaux, des écoles, des terroristes, etc. L'énergie, je m'en fous, 4% du temps. Et puis si j'ai besoin pour me faire élire de faire n'importe quelle promesse farfelue, je la fais, c'est vraiment pas un sujet. Question suivante. Alors ce raisonnement est totalement fallacieux parce qu'il masque les liens de dépendance. Et en fait, il est aussi stupide que si je disais le poids de votre cervelle, c'est 2% du poids de votre corps, donc si je vous en enlève la moitié, ça diminue votre efficacité de 1%. Question suivante. C'est aussi stupide que ça. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en fait, l'énergie commande tout le reste, exactement comme votre cervelle commande tout votre corps, et si je vous enlève votre cervelle, il n'y a plus de corps. Enfin si, il y en a toujours un, mais il ne sert pas à grand-chose. Je vais revenir à ma question. Compris qu'il y a des gens qui disaient c'est une facture. Il y a aussi des gens chez qui le réflexe pavlovien, c'est de dire faut l'économiser. Alors en fait, vous allez vous rendre compte que historiquement, on a surtout cherché à faire l'inverse, et c'est bien pour ça que vous êtes dans cette salle. Si on avait tout le temps cherché à économiser l'énergie, vous ne seriez pas là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste, vous ne seriez pas là. Il n'y aurait pas 7 milliards de bonshommes sur Terre. Il y a des poètes également. Il y a peut-être quelques poètes dans cette salle, je ne sais pas. La poésie est une activité noble. Le poète, lui, il va vous dire l'énergie, c'est ce dont je suis rempli un matin où je suis en forme. Eh bien, les 2 premiers ont tort, et le poète a raison, puisque vous vous rappellerez qu'en physique, l'énergie, c'est la marque de la transformation. Par définition, l'énergie, c'est la marque de la transformation. L'énergie caractérise le changement d'état d'un système. Et donc, plus j'ai d'énergie, plus je suis capable d'imprimer ma marque sur l'environnement. Et symétriquement, plus j'ai imprimé ma marque sur l'environnement, plus j'ai utilisé l'énergie d'une manière ou d'une autre. Donc l'énergie, c'est par définition en physique la transformation du monde qui nous entoure. Et utiliser de l'énergie, en fait, ça n'est rien d'autre
que transformer l'environnement. Donc, plus j'ai d'énergie, plus je transforme l'environnement. Et là, vous comprenez tout de suite où je vais vouloir en venir. Plus je fais des fourchettes, des poêles et des cocottes minutes, plus j'aurai transformé du minerai de fer en autre chose, plus j'aurai transformé l'environnement, plus j'aurai utilisé d'énergie. Et donc, la consommation pour tous sans énergie, ça n'existe pas. C'est physiquement impossible. L'énergie est donc partout dans nos vies, dès qu'on a un appareil qui transforme l'environnement. Alors voilà quelques exemples tirés de la vie courante. Si vous utilisez un appareil qui transforme une température, qu'il s'agisse du cafetière électrique, d'un frigo, d'un radiateur, de ce que vous voulez, vous utilisez de l'énergie. Si vous utilisez un appareil qui change de vitesse, typiquement le train qui m'a amené ici, avec quelques minutes de retard, pas beaucoup, eh bien vous utilisez de l'énergie. Si vous utilisez un appareil qui change de forme, pelleteuse, une presse en gouttière, etc., vous utilisez de l'énergie. Si vous utilisez un appareil qui change une composition chimique, vous utilisez de l'énergie ou vous en restituez, enfin il y a de l'énergie qui entre en jeu, et etc. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand un corps interagit avec un champ de potentiel, quand vous avez une composition atomique qui change, quand vous avez, très important à Marseille, de l'interaction matière-rayonnement, surtout la partie de droite. Bref, d'une manière générale, il y en a une qui est beaucoup plus importante encore pour tous les adolescents passés, présents ou futurs, c'est l'interaction matière-rayonnement de l'iPhone, considérablement plus important que toute autre interaction. Donc d'une manière générale, quand vous comptez l'énergie, vous comptez la transformation. Donc je le redis, il n'y a pas d'activité productive, il n'y a même pas de vie sans énergie. Et toute la question va être celle de la navigation sur la voie étroite entre j'en utilise pas assez, je meurs, j'en utilise trop, je m'étouffe. Ça va être ça, la question. Pour vous montrer à quel point l'énergie a considérablement modifié nos vies, je vais me livrer à un petit calcul. Alors, mon petit calcul, du reste, je vais le localiser à Marseille. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire quelle est la dénivelée qu'il y a entre le vieux port et la bonne mer? 100 mètres. 200. Vous êtes tous d'accord? 200. Allez, vendez pour 200. Donc, vous allez, je vais imaginer, non pas que vous disiez 10 fois de suite bonne mère, ça c'est facile, mais que vous montiez, pardon du jeu de mots, 10 fois de suite sur la bonne mère, en partant du vieux port. Avec vos pieds bien. Donc imaginons que vous fassiez 2000 mètres de dénivelé dans la journée, c'est-à-dire 10 fois cette ascension. Et bien, ce faisant, vous aurez développé avec vos jambes, parce que les gens qui font ça sur les bras, c'est quand même assez rare, vous aurez développé avec vos jambes une énergie mécanique qui est le fait d'avoir hissé votre masse dans le champ gravitationnel, sur 2000 mètres de dénivelé, et ça correspond à peu près à un ridicule de 10 kWh. Donc vous transpirez pendant toute la journée, pour faire ce genre d'exercice. Si j'étais à Paris, je vous dirais 6 fois la Tour Eiffel, c'est à peu près pareil. Et à la fin de la journée, eh bien, tout ce que vous avez réussi à fournir comme énergie avec votre carcasse, c'est un ridicule de 1000 kWh. C'est vous dire qu'à l'époque, on n'avait que du travail humain à se mettre sous la main. C'était pas sous la dent, c'était pas grand-chose, la productivité des hommes. Si vous faites ça un jour sur deux, ou imaginons que vous alliez un peu au sud de Marseille, vous faites une étape du GR20 par jour en Corse, tous les jours que Dieu fait entre le 1er janvier et le 31 décembre, à la fin de l'année, votre corps aura fourni de l'ordre de 100 kWh d'énergie. Voilà. Donc retenez qu'un homme au travail de force, maximum de ce qu'il peut fournir comme énergie dans l'année, c'est 100 kWh. Si vous utilisez une paire de bras, et a priori plutôt celle de Monsieur Propre que les miens, et que vous creusez un grand trou tous les jours, eh bien à la fin de l'année, c'est 10 fois moins d'énergie mécanique que vous aurez mis en jeu. 10 fois moins. Donc un homme au travail, une femme au travail, va produire sur l'année une capacité de transformation de l'environnement, parce que je rappelle que, encore une fois, l'énergie c'est ça, qui se balade quelque part entre 10 et 100 kWh. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers des kilowattheures, 10 kWh, c'est l'énergie que vous obtenez en faisant brûler 1 litre d'essence. Vous prenez 1 litre d'essence, c'est 10 kWh de chaleur. Vous faites passer votre litre d'essence dans un moteur, le moteur va vous convertir la chaleur en énergie mécanique, évidemment, il ne va pas vous en convertir la totalité. Le moteur est fait par des ingénieurs idiots qui ne savent pas échapper à la loi de Carnot. Donc vous allez en sortir entre 2 et 4 kWh d'énergie mécanique. Il n'empêche que dans le contenu d'un litre d'essence, vous avez la même capacité à transformer l'environnement, si vous mettez ça dans un tractopelle, dans une grue, dans un tracteur, etc., pas juste dans une voiture, que dans 10 à 100 jours
de travail de force d'un être humain. 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain pour 1 litre d'essence, dont un Français consomme plus de 1000 litres par an. Nonobstant le fait que nous soyons tout nucléaires, comme on verra plus tard. Si je parle pognon, parce que, encore une fois, il n'y a que ça qui intéresse les gens, si je paye la personne qui me fournit la transformation de l'environnement au SMIC, vous savez que normalement c'est interdit de faire moins, eh bien, je vais payer mon kilowattheure d'énergie humaine quelque part entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros, alors que la machine dans laquelle je mets de l'essence me fournira le même service pour un coût marginal de 10 centimes. Dit autrement, quand je passe de l'homme à la machine, je suis capable de diviser par quelques centaines à quelques milliers le coût unitaire de transformation de l'environnement. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai expliqué d'où sortaient les grands magasins, la consommation de masse, 40 mètres carrés de logement par personne, une voiture par ménage, le fait qu'on travaille que 35 heures par semaine, qu'on puisse divorcer et qu'on habite tous en ville. Tout est là-dedans. Et qu'on ait du temps pour faire des études, pour faire tourner des réacteurs nucléaires. Tout ça est là-dedans. Tout. Absolument tout. Imaginons maintenant que je prenne un esclave. Alors, l'esclave, en général, c'est pas une vocation de jeunesse. Il y a de très rares personnes pour qui c'est quand même le cas, mais qui se réunissent dans des lieux tenus secrets. Mais sinon, non. C'est pas une vocation de jeunesse. Donc, si vous faites travailler un esclave, cet esclave, vous allez, en règle générale, devoir aller le chercher contre sa volonté, ça va vous coûter de l'argent. Devoir l'empêcher de foutre le camp, ça va vous coûter de l'argent. L'empêcher de vous trucider, alors il ne vous aime pas trop, ça va vous coûter de l'argent. Et encore, le nourrir et l'empêcher de mourir de froid ou de chaud, parce que sinon vous perdez votre actif. Si vous mettez bout à bout tous ces postes de coût, et que vous regardez en face ce que l'esclave est capable de vous fournir comme énergie musculaire, eh bien vous vous rendez compte que même l'esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui travaille 24 heures sur 24, qui ne se met pas en grève et qui ne se révolte absolument pas contre sa condition de machine. La raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu en Occident, c'est pas parce que votre code génétique fait de vous des gens fondamentalement meilleurs que ceux qui vous ont précédés il y a 2 siècles. Vous êtes aussi mesquins et aussi généreux que les gens qui avaient sur Terre il y a 2 siècles. C'est pas mieux, pas pire. Simplement, ça n'a plus aucune espèce de rationalité de s'emmerder avec des gens qui n'ont pas envie d'être esclaves et qui rêvent que de vous trucider, quand la machine vous rend exactement le même service pour 10 à 100 fois moins cher. Les citoyens libres des temps anciens, Athènes et Rome, c'était une poignée, quelques milliers, assis sur 10 fois plus d'esclaves qui bossaient pour eux dans les campagnes et même dans les villes. Donc la démocratie, déjà à l'époque, c'était le luxe de quelques personnes qui étaient assis au sommet d'une pyramide d'esclaves. C'est exactement le système que nous avons recréé avec l'énergie abondante. Nous avons créé partout des démocraties assises sur des armées d'esclaves, qui sont des machines. Pas d'énergie, pas de démocratie, je le crois assez fortement. Donc une des contreparties de la décrue énergétique, ou exactement un des challenges de la décrue énergétique, qu'on a commencé à vivre maintenant, d'où la citation du début, il faudra le voir, le comprendre, le traiter, c'est que ça va mettre en péril la démocratie, parce que la contrainte est compliquée à marier avec l'exercice des libertés individuelles. C'est compliqué. Alors pour le moment, on est en train de vivre la partie ascendante du pacte faustien. Pour le moment, c'est la corde d'abondance qui est en train d'être à l'œuvre, encore que vous allez voir. Vous avez ici la quantité d'énergie utilisée par personne et par an, en moyenne mondiale, depuis 1 siècle et demi. Donc il y a 1 siècle et demi, il y avait déjà des hommes, sinon on serait pas là. Et il y a 1 siècle et demi, ils utilisaient déjà de l'énergie, c'est-à-dire des machines. Puisque utiliser de l'énergie, je le redis, c'est utiliser des machines, à part son alimentation. Alors il y a 1 siècle et demi, qu'est-ce qu'ils utilisaient, nos grands ancêtres? Ils utilisaient du bois et du charbon, à peu près à parité, et les machines qui étaient alimentées avec ça, bah, parfois c'était des poêles, des forges, les premières machines à vapeur, donc les premières automobiles, les premiers trains, les premiers bateaux, etc. Et vous voyez que depuis, la quantité d'énergie mobilisée par personne a fortement augmenté et que en gros les énergies se sont empilées les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énergie qui en a cannibalisé une autre, qui en a remplacé une autre, qui en a fait disparaître une autre. À l'échelle macroscopique, pour la planète dans son ensemble, les énergies ne se sont pas substituées jamais, elles se sont empilées. Alors, on a commencé par utiliser du charbon. Donc, on a utilisé de plus en plus par personne jusqu'au début du XXe siècle, et puis sur tout le courant du XXe siècle, la quantité de charbon par personne est restée constante, et elle a même fortement augmenté, c'est l'émergence de la Chine, au début du XXIe siècle.
Pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser plein de charbon? Eh bien, les gens qui sont dans le nucléaire en général connaissent la réponse. C'est tout simplement parce que le charbon sert sur Terre essentiellement à produire de l'électricité, et inversement, vous verrez que la production électrique sur Terre, son premier contributeur, et de très loin, c'est la production électrique au charbon. Nous avons aujourd'hui 1800 gigawatts de centrales à charbon installées dans le monde, c'est-à-dire en première approximation 30 fois le parc nucléaire français. Et j'y reviendrai à la fin de cet exposé, si j'ai le temps et qu'on n'est pas foutu dehors à 20h. Il faut toutes les mettre à la ferraille si on veut respecter l'objectif des 2 degrés. Toutes dans les 35 ans. On a 35 ans pour mettre à la ferraille la totalité des centrales à charbon mondiales si on veut avoir ne serait-ce qu'une infime chance de respecter l'objectif des 2 degrés. Bon, je viendrai aussi à la fin de cet exposé, il est utile de vous dire que ce n'est pas avec des panneaux solaires et des éoliennes qu'on va y arriver. Vous, ça vous fait rire, moi à moitié. Je préférerais que ce soit bien. Ensuite, on s'est mis à utiliser du pétrole. Le pétrole n'est pas du tout l'énergie de la production électrique, c'est l'énergie de la mobilité. 98% des engins qui se déplacent sur Terre, bateaux, avions, camions, voitures, utilisent du pétrole. C'est la raison pour laquelle le PIB est extrêmement bien corrélé à la quantité de pétrole qu'on utilise. Et vous verrez un peu plus tard les conséquences qu'on peut en tirer quand le pétrole se met à faire défaut. Puis le gaz, puis etc. Puis vous avez tout en haut là, les machins qui excitent le journal. Alors retenez un truc que j'aurai l'occasion de redire plusieurs fois peut-être ce soir. Il n'y a pas le moindre lien entre la pagination dans le journal et l'importance réelle des processus dans le monde. Je peux redire. Il n'y a pas le moindre lien. Par contre, il y a un lien entre l'importance dans la cervelle des élus et la pagination dans le journal. Ça marche très bien. Il n'y a pas le moindre lien entre l'importance réelle des processus dans le monde et la pagination dans le journal. Alors ce que je suis en train de vous dire est un drame, parce que, à part l'information qu'on reçoit dans son milieu professionnel et l'information qu'on reçoit quand on est élève ou étudiant, il n'y a pas d'autre canal d'accès large à l'information que les médias. Vous n'avez que 3 canaux d'accès large à l'information dans la vie. Votre formation initiale, l'information que vous recevez dans le cadre de votre travail et les médias. Il n'y a pas d'autre. Si le 3e canal est défaillant, ce qui est le cas, puisque dans les médias, 1 égale 1 million, une prise d'otage à Marseille qui fait un mort, c'est une catastrophe, un tsunami qui fait 200 000 morts, c'est une catastrophe. C'est même bon, dans les 2 cas de figure. Donc vous avez dans les médias une incapacité structurelle à mettre les choses en perspective, ne serait-ce qu'en mettant la pagination en accord avec l'importance des choses dans le monde. Et donc c'est un drame, parce que ça entraîne les démocraties sur des malentendus fondamentaux sur l'origine des problèmes et des malentendus encore plus fondamentaux sur la manière de les résoudre. Cette petite digression achevée, revenons à nos kilowattheures. Ce que je viens de vous dire, donc, c'est qu'aujourd'hui, l'état standard du consommateur planétaire, c'est qu'il consomme autant. Si on n'avait pas les machines, il lui faudrait 200 esclaves par personne pour consommer autant. Donc, je vais vous le dire autrement. Si l'énergie fossile ne nous avait pas été donnée par Dame Nature, eh bien pour que les terriens aient le même niveau de vie qu'aujourd'hui, la même espérance de vie qu'aujourd'hui, etc., il faudrait qu'on ait 1400 milliards de bons hommes situés sur une exoplanète qui pédale en permanence et qui nous envoie l'énergie correspondante. Voilà ce qu'est aujourd'hui la condition humaine. Je le redis, une poignée de citoyens libres, quelques milliards, assis sur une armée d'esclaves, plus de 1000 milliards, qui travaillent pour nous. Alors en voilà un tout petit échantillon, vraiment un tout petit échantillon. Et ces esclaves, ils ont en plus l'avantage sur les esclaves des temps anciens de ne même pas nous faire concurrence sur le sol, puisqu'ils mangent du sous-sol. Les esclaves des temps anciens nous faisaient concurrence sur le sol, ils étaient obligés de bouffer du blé, sinon ils crevent. Quand on avait comme esclaves des animaux de presse, pareil, ils nous faisaient concurrence sur le sol. Vous n'avez jamais vu un cheval manger du charbon, sauf quand il a des flatulences. Donc ils nous faisaient concurrence sur le sol. Nos esclaves des temps modernes ne nous font même pas concurrence sur le sol. Fromage et dessert, merveilleux. Et ça donne l'équivalent de 200 esclaves humains par terrien en moyenne, et par smicard français, c'est 500. Par smicard français, c'est 500. Donc là, je suis en train de vous dire une première vérité politique indicible, une première vérité, pardon, politiquement indicible. Le mode de vie du smicard français n'est pas durable. C'est pas votre mode de vie à vous, là, qui êtes des riches cadres supérieurs, qui n'est pas durable. C'est aussi le mode de vie du smicard français. Sauf que comme on lui raconte le contraire à longueur de journée, il vote Front National. Logique.
C'est exactement, j'y reviendrai un peu plus tard, le même processus qui s'applique partout ailleurs quand vous avez la même conjonction de facteurs, c'est-à-dire la contrainte énergétique déjà à l'œuvre et des politiques incultes qui racontent des conneries. C'est la même conjonction qui produit les mêmes effets. Donc nos esclaves de temps moderne mangent du carbone, comme nous, soit dit en passant, hein, vous mangez du carbone. Vous mangez du blé, enfin des pâtes, de la viande et d'excellentes tomates de saison, mangez du carbone. Donc nos esclaves des temps modernes mangent du carbone puisque l'énergie utilisée par les machines sur Terre, ben, vous voyez, à 80%, c'est des énergies fossiles, c'est-à-dire du carbone. Alors ces énergies fossiles, en l'occurrence, c'est vraiment des fossiles. Voici du pétrole. Et si, je vous assure, c'est du pétrole. Sauf que c'est du pétrole il y a 100 millions d'années. C'est quoi le pétrole il y a 100 millions d'années? C'est du plancton et des micro-algues. Vous savez que dans l'océan, vous avez de la vie marine, c'était déjà le cas il y a quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années. Cette vie marine n'est pas plus immortelle que vous, et donc de temps en temps, le plancton meurt. Une fois qu'il est mort, une petite partie tombe au fond des océans, se mélange aux sédiments en formation, qui est une composante minérale amenée soit par le vent, des poussières, soit par les rivières, des alluvions. Tout ça se mélange, est enfoui dans les profondeurs à certains endroits par la tectonique des plaques. Plus on va chaud, plus on va profond, plus il fait chaud. Tout ça est cuit, donc pyrolysé, donc distillé, et vous attendez 100 millions d'années, et crac, vous avez un gisement de pétrole. C'est très simple. Vous faites un trou au bon endroit, vous pompez, et il sort du pétrole. Eh bien, ce processus qui a conduit du plancton jusqu'au pétrole que nous pouvons faire jaillir de terre, il est gratuit. Donc le pétrole est aussi gratuit que le vent. Vous savez que dans le discours écologique classique, on dit le vent est gratuit, donc pourquoi est-ce qu'on s'en servirait pas? Mais le pétrole est gratuit. Alors je vais être un peu plus précis. Le vent est gratuit, ce qui coûte, c'est d'aller le chercher. Ben, le pétrole est gratuit, ce qui coûte, c'est d'aller le chercher. C'est exactement pareil. L'existence du pétrole est gratuite. Totalement gratuite. Pas une personne sur Terre n'a payé le moindre centime pour que le pétrole existe. Aussi du charbon. Même motif, même punition, vous attendez un peu, etc. Hein, patate chiffon, gratuit. Voilà. Donc, le pétrole et le charbon sont gratuits. Alors, le vent est gratuit aussi. Alors, prenons, par exemple, un cube d'air représentant pas très loin du volume de cette pièce, un peu plus, allez, 2 fois le volume de cette pièce. Imaginons que ce soit un jour de Mistral. Donc, l'air se déplace. Eh bien, quand vous faites passer ce cube d'air, c'est-à-dire 1000 mètres cubes, dans une éolienne avec un vent à 80 km/h, et en général, quand vous avez du Mistral à 80 km/h, vous sentez qu'il y a un peu de vent, hein, juste une petite brise, vous allez à l'arrivée récupérer la même quantité d'énergie que dans 3 millilitres de pétrole. La même. À gauche, vous avez dû construire l'éolienne, construire le réseau machin tout bidule, 8 centimes le kilowattheure. Et ça, c'est 8 centimes le kilowattheure, et vous prenez le train quand il y a du vent. Si vous voulez prendre le train quand il n'y a pas de vent, et donc vous ajoutez une fonction de stockage, j'y reviendrai après, vous multipliez par 3. En gros, hein, que vous stockiez dans un barrage réversible, dans une batterie, on s'en fout, vous multipliez par 3 à 6. Donc vous êtes sur un ordre de grandeur du kilowattheure rendu pilotable. Hein. Il arrive quand vraiment la SNCF a décidé de faire partir le train, et pas... le nouveau slogan de la SNCF n'est pas prenez le train quand il y a du vent. Hein, donc il y a une conférence à Marseille le 5 janvier, s'il y a du vent. Conférence à Marseille le 5 janvier, et à ce moment, vous avez le kilowattheure à 25 centimes pour être sûr de l'avoir. De l'autre côté, en tête de puits, dans le désert saoudien, mais avec déjà la fonction de stock, puisque quand le pétrole sort de terre, c'est déjà un stock. Vous pouvez le laisser là, vous pouvez le transporter quand vous voulez, et quand il est dans le réservoir de votre voiture, vous lui servez de votre voiture quand vous voulez, et pas quand il y a du vent. Hein. 0,3 centimes. Faites le ratio. L'ordre de grandeur entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables modernes, parce que je vous aurais sorti ça avec le solaire, c'était pareil, hein, c'est un rapport de 50 à 100. Et soit dit en passant, quand vous regardez le facteur diviseur sur le coût de production de n'importe quoi que nous avons eu entre il y a un siècle et aujourd'hui, hein, combien ça coûte aujourd'hui de produire une table, une chaise ou une paire de lunettes versus combien ça coûtait il y a un siècle,
en argent constant, hein, même argent, et en l'occurrence il faut compter en minutes de temps de travail pour avoir la bonne échelle de comparaison, eh bien vous vous rendez compte que le prix réel de tous ces objets a été divisé par 50 à 100. Avant, vous aviez 4 chemises, et quand il y avait un trou, vous alliez la faire marauder. Aujourd'hui, quand il y a un trou, vous l'achetez et vous précipitez au sol. Ça ne coûte plus rien. Eh bien, le facteur diviseur, quand vous regardez ce que valait un mètre carré de logement il y a 50 ou 100 ans, enfin il y a 100 ans plus exactement, c'était considérablement plus cher de le construire. Et quand vous regardez les maisons à la campagne de nos ancêtres paysans, quand ils avaient la possibilité de rajouter une chambre à coucher leur vie durant, c'était beau. En général, ils n'avaient même pas les moyens de faire ça. Aujourd'hui, en 10 ans de salaire, vous vous faites construire un appartement. Donc, le facteur diviseur du coût de n'importe quoi, c'est 50 à 100, et en fait, ça correspond très exactement à ce que je vous montre là, c'est-à-dire le passage des ENR, qui étaient les seules énergies dont on disposait il y a 2 siècles, à gauche, aux énergies fossiles, dont on s'est gobergé, à droite. Et aujourd'hui, penser qu'on va refaire le chemin dans le sens inverse, en maintenant notre niveau de vie, c'est physiquement impossible. On peut se raconter que ça va arriver, c'est physiquement impossible. Donc c'est un peu comme les contes pour enfants, quoi. Ça veut dire qu'on a envie de croire aux contes pour enfants, quand on est des grands enfants, c'est aussi ce que me dit ma femme de temps en temps. Voilà, il n'y a pas de réalité physique derrière le fait de pouvoir facilement faire le chemin inverse. Alors une fois que je vous ai dit ça, quelques premières conclusions. Et un titre important à cette slide. À partir du moment où un programme électoral est destiné, quand vous regardez bien, à violer la loi de conservation de l'énergie ou la règle de 3, vous pouvez parier toutes vos éconocroques, à défaut d'être content pour vos enfants, sur le fait qu'il fera faillite. Donc je parie par exemple, avec qui veut dans cette salle, toutes mes éconocroques contre les siennes, que l'Allemagne n'ira jamais au bout de sa transition énergétique à base d'éoliennes solaires. Pari transmissible indéfiniment à mes héritiers. S'il y a des gens qui ont envie de parier, je prends les paris. Qu'est-ce qu'on doit vérifier dans un programme politique, et en fait, qu'est-ce qu'on doit vérifier dans un programme quel qu'il soit? On doit vérifier donc qu'on ne viole pas la loi de conservation de l'énergie. Alors la loi de conservation de l'énergie, qui comme son nom l'indique, dit que dans un système clos, l'énergie se conserve, appliquée à l'humanité, elle a notamment une conséquence très dure, qui est que l'homme ne peut rien faire d'autre que d'exploiter à son profit une énergie qui existe déjà dans l'environnement. Si on avait la possibilité de créer au sein de l'humanité une énergie qui n'existe pas dans l'environnement, on serait Merlin l'Enchanteur ou Harry Potter, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes que de pauvres mortels, et donc tout ce qu'on peut faire, nous, c'est extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà. Ces énergies, en général, on les appelle des énergies primaires, celles qui sont déjà dans l'environnement, parce que premières, donc le pétrole, le gaz, le charbon, etc. L'électricité, tant qu'on ne branche pas les cafetières sur les éclairs d'orage, n'est pas une énergie primaire. Et l'hydrogène, tant qu'on n'a pas trouvé des réservoirs d'hydrogène dans le sous-sol, n'est pas une énergie primaire. Ce sont des vecteurs énergétiques et on doit avoir une énergie primaire pour les faire. Exactement comme les carburants raffinés. Il n'y a pas de réservoir de carburant raffiné sur Terre. Les énergies primaires sont toutes gratuites. Parce que par convention, dans le système économique, les ressources naturelles sont toutes gratuites. Personne non plus dans cette salle n'a payé le moins de centimes pour que existe sur Terre du minerai de cuivre, du minerai d'argent, des diamants ou le code génétique du être. Tout ça nous a été donné gratos par la nature au bout de 14 milliards d'années depuis le Big Bang. Tout ça est gratuit. Du coup, le coût de n'importe quoi, c'est vrai pour l'énergie, mais c'est aussi vrai pour un kilo de cuivre, ça n'est rien d'autre que le coût du travail humain et des rentes humaines pour aller chercher dans la nature quelque chose qui s'y trouve gratuitement. Donc le coût de l'énergie, c'est le coût de passer sur le corps du bédouin s'il ne veut pas vous donner son pétrole ou de le payer pour qu'il vous le donne, plus le coût de l'ingénieur de technique pour qu'il conçoive les tuyaux, plus le coût du salarié de Vallourec pour qu'il fasse le tuyau, plus le coût de Total pour qu'il assemble le tuyau, plus etc. D'accord ? Donc ça n'est rien d'autre que des revenus humains. Et comme ça n'est rien d'autre que des revenus humains pour aller chercher une énergie déjà présente dans l'environnement, plus une énergie présente dans l'environnement est diffuse et non pilotable, et plus elle coûtera cher. Et c'est juste un problème physique. Les seules énergies renouvelables qu'on utilise de manière significative dans le monde aujourd'hui sont des énergies pour lesquelles la nature a déjà fait le boulot de concentration pour nous, c'est-à-dire l'hydroélectricité et le bois. Le bois est stockable et la nature a concentré ça pour nous dans un truc à raisonnablement haute densité énergétique. Et l'hydroélectricité, c'est pareil, la nature a fait des vallées, c'est-à-dire des montagnes, il n'y a plus
qu'à aller mettre un bouchon au bout de la vallée, ce qui n'est pas un énorme boulot, et à ce moment, et à avoir 2000 mètres de chute, et crac, vous avez de l'électricité pour pas cher. Hormis ces deux trucs-là, ça coûte un bras. Et en particulier le solaire, terriblement abondant, mais terriblement diffus, c'est-à-dire que par unité de surface ou par unité de temps, vous n'en avez pas beaucoup, eh bien, ça coûte un bras à reconcentrer, de telle sorte que quand vous appuyez sur l'accélérateur de votre voiture, vous passez de 0 à 100 en 8 secondes et pas en 50 secondes, voire en 30 minutes. Donc, on a utilisé de plus en plus d'énergie par personne parce que ça permettait d'utiliser de plus en plus de machines, en fait c'était ça le but du jeu, et que ça permettait de transformer de plus en plus. Puis on a aussi été de plus en plus nombreux, et soit dit en passant, il y a probablement un lien entre les deux. Pas le temps de me lancer là-dedans aujourd'hui, mais mon sentiment c'est que si demain matin je supprime instantanément l'approvisionnement en énergie fossile dans le monde, je ne reste pas à 7 milliards. La presse, j'y reviens, vous explique donc que nous assistons actuellement à l'essor des ENR. Alors, moi qui aime bien vérifier ce qu'on raconte dans le journal, je me suis livré à un petit calcul tout con, qui consiste à regarder combien d'énergie on utilise en 2015 dans le monde, combien on en utilisait en 2000 dans le monde, et je fais la différence énergie par énergie. Donc je regarde de combien chaque énergie a varié dans le monde entre 2000 et 2015. Et donc je me dis, si la presse a raison, la première barre que je dois voir, c'est la barre du solaire ou de l'éolien, la deuxième, etc. Puis alors les énergies fossiles, je dois le voir. Alors voilà le résultat. L'énergie qui emporte la première place du podium haut la main sur les 15 dernières années, haut la main, c'est le charbon. Et soit dit en passant, cet essor du charbon a directement concouru, puisque les panneaux solaires sont faits en Chine, à faire s'écrouler le prix du solaire. Si on n'avait pas le formidable gain de productivité amené par les énergies fossiles, jamais on n'aurait eu une telle décrue sur le prix. Si demain matin vous essayez de faire des panneaux solaires et des éoliennes avec comme seule source énergétique d'autres panneaux solaires et d'autres éoliennes, y compris pour les activités minières, métallurgiques et chimiques à l'amont, je vous assure que c'est pas le prix qu'on a aujourd'hui, hein, vous pouvez oublier. Bon. Donc le système, enfin voilà, les énergies sont asservies entre elles en plus. Hein. Donc la première c'est le charbon, la deuxième c'est le gaz, etc. Si vous regardez les multiples, vous vous rendez compte que par exemple le charbon a augmenté quasiment 30 fois plus que le solaire sur la période. Donc si le journal avait été sérieux, pour un article sur le solaire, il aurait dû vous en faire 30 sur le charbon. Je n'ai pas l'impression que ça ait été le cas. Le charbon a très fortement augmenté parce que, comme je le disais, le charbon est de très loin le premier contributeur à la production électrique mondiale. Vous avez ici l'évolution de la production électrique mondiale depuis 1980. En 1980, on faisait un peu plus de 7000 milliards de kilowattheures électriques dans le monde. En 1945, on faisait à peu près 450 milliards de kilowattheures électriques dans le monde, c'est-à-dire la production française d'aujourd'hui. En première approximation. La consommation électrique totale dans le monde en 1945, c'est la consommation électrique des Français d'aujourd'hui, en ordre de grandeur. C'est vous dire que l'explosion de l'électricité, c'est vraiment un fait de la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on en a rendu le monde totalement dépendant. Si demain matin, je supprime l'approvisionnement électrique, je supprime les banques. Plus de monnaie. Je supprime les pompes. Plus d'adduction d'eau potable en vide. Plus d'évacuation des eaux usées en vide. Je supprime la chaîne du froid. Je supprime une bonne partie des transports, parce que sans pompe, vous ne gérez pas les stocks de carburant, etc., etc. Pour ceux d'entre vous qui ont eu le ravage de Barjavel, je pense que c'est une bonne idée de la situation qui se présentera à nous, c'est-à-dire que c'est un effondrement sociétal et un état guerrier et des émeutes partout, très très vite. Très très vite. Donc aujourd'hui, on est totalement dépendant de l'approvisionnement électrique. Et vraiment totalement dépendant. C'est vital. Ce qui va être un sujet, puisque l'électricité est faite essentiellement avec du charbon, puis avec du gaz. Alors on en fait encore avec du pétrole, et soit dit en passant, en valeur absolue, c'est pas très différent aujourd'hui de ce que c'était il y a 30 ans. La première source d'électricité d'origine renouvelable, de très très loin, c'est l'hydroélectricité. Donc si vous avez des montagnes avec des barrages, vous êtes bien. Si vous n'avez pas de montagne et que vous êtes belge, par exemple, je ne sais pas s'il y a des belges dans la salle, mais enfin, faire beaucoup d'hydroélectricité en Belgique, parfois, c'est pas facile. Hein. La deuxième grande production électrique sans carbone, c'est le nucléaire. Là-haut, vous avez à nouveau les trucs qui excitent beaucoup les journalistes. Alors vous avez vraiment le solaire. Là, vous arrivez à le distinguer sur le graphique. C'est le petit machin orange
le solaire au regard de l'augmentation du charbon sur les 20 dernières années. Ça n'existe pas. C'est juste pas le sujet. Et comme je le répète, 2 degrés, j'y viendrai plus tard, c'est supprimer tout le charbon d'ici à ce que les plus jeunes dans la salle aient mon âge. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont pas beaucoup plus de 20 ans? Ben voilà. Vous avez 30 ans de différence avec moi. On a 35 ans pour supprimer la totalité des centrales à charbon sur Terre. Donc d'ici à ce que vous ayez mon âge, il faut que la totalité du charbon ait disparu de la planète dans la production électrique si on va avoir une chance de tenir les 2 degrés. Il ne faut pas faire que ça. Une fois que je vous ai dit ça, je vais maintenant passer à l'économie, puisque vous allez comprendre de manière un peu plus macroscopique. Donc là, je vous ai parlé de manière microscopique au niveau des processus. De l'énergie, c'est des machines, de l'énergie, la machine, c'est la production, donc de la consommation. Je transforme plus vite les ressources, je fais plus vite des tables et des chaises, et donc je peux en avoir plus. L'économie que vous avez appris à l'école, à l'école, pour représenter ce système, je pense que vous allez tout de suite la reconnaître dans ce petit schéma. Elle a 2 facteurs de production. D'accord? Le travail et le capital. Donc, si le PIB, et une fois que vous avez du capital et du travail, de l'autre côté, vous avez de la production. Si vous n'avez pas assez de production et qu'on se demande comment on va payer la retraite, eh bien c'est très simple. On tire les oreilles des chômeurs. C'est pas bien d'être chômeur, vous allez bosser, levez-vous le matin, allez à Pôle emploi, sinon je vous supprime vos allocs, etc. On baisse les charges pour qu'on puisse embaucher des gens. Ouais. Et on dit aux banquiers, c'est pas bien ce que vous faites, prêtez donc à des projets. Voilà. Puis du reste, on va vous donner de l'argent pour que vous prêtiez à des projets. Aujourd'hui, si vous êtes banquier, alors que l'argent a rien de plus simple, aucun problème. Sauf que, dans cette histoire, vous avez juste oublié un petit point de détail. C'est que si vous avez un atome de cuivre ici, votre atome de cuivre, il est ni dans un billet de banque, ni dans un travailleur. En fait, il manque 2 autres trucs dans votre système et qui aujourd'hui sont devenus les facteurs limitants du système. Ou plus exact, vous avez besoin de 2 autres trucs qui sont les ressources à transformer. Parce que si vous avez à droite des ressources transformées, vous avez besoin des ressources à transformer. Tout ce que vous avez dans cette salle, ça n'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées par notre activité. Tout. Ce radiateur, c'est du minerai de fer transformé par notre activité. Ces rideaux, c'est du pétrole transformé par notre activité. Là, vous avez le code génétique du chêne, du hêtre, du châtaignier ou je sais pas quoi, transformé par notre activité. Tous les vêtements que vous portez, c'est du code génétique du coton ou du pétrole transformé par notre activité, etc., etc. Donc, vous n'avez dans cette salle, et vous ne verrez votre vie durant, rien d'autre que des ressources naturelles transformées par notre activité. Donc, il faut avoir les ressources naturelles, et il faut avoir de quoi les transformer. Et les transformer, c'est le travail. C'est la capacité de transformation. Sauf que cette capacité de transformation physiquement, si nos muscles comptent pour 1, alors les machines comptent pour 200. Alors les machines au travail, donc avec leur nourriture à elles qui s'appelle l'énergie. Alors maintenant, vous comprenez quelque chose de très simple. Et le capital, dans cette histoire, ça n'est rien d'autre que des ressources transformées par notre activité qui ont une destination un peu différente des biens de consommation. Quand vous faites une baguette, et que vous vous servez de la baguette, c'est-à-dire que vous la mangez, vous la faites disparaître de ce fait. Quand vous faites un amphi et que vous vous servez de l'amphi, normalement vous ne le faites pas disparaître de ce fait, j'espère qu'il ne s'écroulera pas pendant qu'on y est. Donc normalement ça résiste à une utilisation prolongée. Mais c'est la seule différence entre le capital et les biens de consommation. Physiquement, ça se produit pareil. Physiquement, ça se produit pareil. Et du reste, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les entreprises, vous avez vu par exemple sur l'informatique, les achats, enfin exactement la comptabilisation de l'informatique, passer de capital à charge. D'accord? Donc un jour c'était des trucs qui s'immobilisaient, 20 ans après, c'est des machins qui s'immobilisent plus, c'est plus du capital. Voilà. Bon. Et si vous êtes en Occident, un brevet c'est du capital, et si vous avez un chinois qui arrive quelque part, c'est plus du capital. Donc voilà, donc le capital, ça n'est rien d'autre qu'une... C'est 2 blagues pour vous faire comprendre que le capital n'est rien d'autre qu'une convention de comptabilisation sur quelque chose qui physiquement a été produit exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Alors vous comprenez, comme dans ce petit diagramme, si à un moment vous venez à manquer d'énergie, eh bien vous manquerez de production et donc vous manquerez de PIB, nonobstant le fait que vous ayez des banquiers compatissants et nonobstant le fait que vous ayez des travailleurs compatissants. Et c'est très exactement ce qu'on est en train de vivre en Europe depuis 10 ans. Si vous manquez de ressources, eh bien, vous manquerez aussi de production, exactement pour la même raison.
Alors, tant qu'il y a abondance de ressources et d'énergie, et de travail et de banquiers, tout va bien. Voilà le PIB humain reconstitué depuis l'an 0, pas français, hein, mondial. Alors vous voyez déjà un truc intéressant. Pendant 1000 ans, entre le début de l'Empire romain, on va dire, et le Moyen-Âge, le PIB mondial a été à peu près constant. Il a vécu 1000 ans sans croissance. Alors la croissance n'était du coup pas un sujet de débat électoral, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'élection. Et ceci est directement la conséquence de cela. Si vous n'avez pas de croissance, vous ne pouvez pas ajouter des libertés à celles existantes déjà, et tout surplus donné à A est automatiquement quelque chose en moins que vous allez retirer à B. Parce que dans un jeu à somme nulle, hein, tant que la masse totale est constante, si vous donnez plus à quelqu'un, vous donnez moins à quelqu'un d'autre. Obligé. Donc un système dans lequel vous êtes obligé de promettre de donner plus à tout le monde ne peut pas survivre dans un monde sans croissance. Ça ne peut pas survivre. Jusqu'au début de la révolution industrielle, il y avait un peu de croissance, enfin bon, il fallait prendre un microscope pour le regarder. Et puis arrivent les combustibles fossiles, et là, la courbe d'abondance se met en route. Alors évidemment, vous pouvez enlever le point d'interrogation et le remplacer par un non. Évidemment, on ne va pas avoir 3% pour l'éternité. À chaque fois que je vois dans un journal économique, même de bonne tenue, le mot croissance structurelle de long terme, comme disait Coluche, je me marre. Ça n'existe pas, la croissance structurelle de long terme. Ça n'existe pas. C'est une invention. Enfin, c'est un truc, c'est pareil, c'est une restauration intellectuelle, c'est une pour enfants. Donc du délit, plus exactement. Ce lien énergie-PIB, il est terriblement structurant, et en voici une illustration. Alors ceci n'est pas une preuve, ceci est la conséquence logique de mon rapport de 1 à 200. Hein, là, ce que vous voyez, c'est une corrélation. Mais on s'attend à la trouver avec le rapport de 1 à 200 que je vous ai exposé tout à l'heure. Vous avez ici un graphique que j'ai fait, alors je l'ai fait en toute bonne foi la première fois que je l'ai fait, hein, où j'ai mis en abscisse tous les ans de 1965 à 2015 la quantité d'énergie consommée par les hommes, c'est ce qui en fait revient au parc de machines utilisé par les hommes, hein, quelque part, et en ordonnée la valeur économique de la production humaine en dollars constants. Là on parle de 65, 66, etc., 2015. Alors vous voyez, le meilleur modèle macroéconomique au monde, c'est une droite. Et vous verrez un peu plus tard que ça marche dans un sens et ça marche très bien dans l'autre. Ça marche extrêmement bien dans l'autre. Alors non seulement ça marche en valeur absolue, mais ça marche même sur la dérivée. Vous avez ici deux courbes qui vous donnent en vert la variation annuelle de l'énergie consommée dans le monde et en bleu la variation annuelle du PIB dans le monde. Alors c'est ça qui me fait dire, le rapport de 1 à 200 plus le fait que ce soit terriblement ajusté, que ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur la baisse, je vais venir dans 15 secondes, de l'approvisionnement énergétique en Occident, fait que la croissance ne reviendra plus. Voilà, il faut vivre avec. Alors je continue de passer. Donc je reviens à la courbe de tout à l'heure sur l'approvisionnement énergétique par personne. Jusqu'au choc pétrolier, Midas est en pleine forme. Donc l'approvisionnement énergétique par personne augmente de 2,5% par an. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire tout simplement que le parc de machines augmente de 2,5% par an et par personne. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'une machine est 2,5% moins efficace que l'année précédente pour produire la même chose. Ça veut dire que j'ai 2,5% de machines en plus par personne. Et donc chaque personne va, entre guillemets, consommer 2,5% d'énergie en plus. Du coup, avec 2,5% de machines en plus par personne, je transforme 2,5% de ressources en plus par personne. Donc, la production économique par personne, toutes choses égales par ailleurs, augmente d'au moins 2,5% par an. Et au moment des 30 glorieuses que les cheveux gris dans cette salle ont connues, là, l'augmentation est encore plus forte, et c'est l'époque à laquelle les pays occidentaux mettent en place des systèmes de redistribution basés sur une croissance à 3% par an des recettes, avec tout un tas de trucs qu'on ne peut pas défaire à bref délai, l'augmentation à l'ancienneté, l'augmentation des le fait qu'on ne peut pas tirer les fonctionnaires, etc. Et donc l'incapacité structurelle d'ajuster le système à la baisse quand les 3% par an s'arrêtent. Dans une entreprise, vous pouvez virer les gens. C'est désagréable, moi ça m'est arrivé de le faire, c'est vraiment désagréable, c'est pas un truc que vous faites de gaieté de cœur, mais vous pouvez faire survivre l'entreprise en virant les gens. Là, vous ne pouvez pas. Bon, pour le moment, la solution qu'on va trouver, c'est la dette perpétuelle. Ça tiendra un temps, pas à l'éternité. Et puis, arrive un moment où Midas se fatigue un peu.
vous voyez, après les chocs pétroliers, la croissance, jusqu'en 2005-2006, elle descend plutôt à 1%, 0 quelque chose. Et à ce moment-là, c'est le début, dans tous les pays occidentaux, de la baisse de la productivité du travail et de l'apparition de l'endettement et du chômage. Dans tous les pays occidentaux au même moment. Si ces affaires-là n'étaient qu'une affaire de politique incompétente, il y a des pays dans lesquels la dette aurait dû ne pas apparaître et dans d'autres aussi, etc. Or, ça arrive dans quelques pays rarissimes, mais c'est vraiment des effets de bord, ça arrive dans des pays à 3 millions d'habitants. Dans tous les pays qui dépassent les 50 millions d'habitants, vous avez eu exactement le même processus, exactement au même moment, parce que la cause était au-dessus. Et depuis 2005, Midas, alors là pour le coup, est parti en vacances, et vous commencez à avoir ce que les économistes appellent la stagnation séculaire. C'est-à-dire que vraiment le PIB ne repart pas dans les pays occidentaux, il a continué à croître dans les pays émergents, mais même maintenant on commence à avoir des claques dans les pays émergents avec des niveaux de dette absolument hallucinants, etc. Et mon pari, c'est que dans les quelques années qui viennent, à mon avis moins de 2, on va de nouveau avoir la réédition dans les Lehman Brothers quelconque, alors je ne sais pas vous dire d'où il va sortir, et un coup de tabac significatif, à mon avis, additionnel sur l'économie mondiale. Et d'ici à ce que vous mouriez dans cette salle, moi inclus, je pense que l'économie va être beaucoup plus volatile qu'elle ne l'était dans le passé. Beaucoup plus volatile. Alors, traduction concrète de ce que je viens de vous dire. Vous avez ici un graphique qui vous donne en bleu la variation annuelle du PIB par personne, donc de la consommation par personne, depuis les années 60. Et en orange, j'ai regardé 3 périodes distinctes. Avant les chocs pétroliers, époque bénie, l'énergie croît de 2,5% par an et le PIB par personne de 3,5% par an, parce qu'il y a un peu d'efficacité énergétique par-dessus. Après les chocs pétroliers, vous descendez, l'énergie par personne croît de 0, quelque chose %, et à ce moment, le PIB par personne ne croît plus que de 1, quelque chose % par an en moyenne mondiale. Et depuis 2005, vous voyez, on a encore perdu un cran, et ce % par personne qu'on a gagné depuis 2005, c'est fait avec une envolée de la dette qui est sans précédent dans l'histoire économique des hommes. Retenez qu'entre 2007 et entre 2009 et 2007 et 2014, c'est ça, la dette publique anglaise a doublé, la dette publique américaine a doublé. Nous, on est des nains de jardin à côté, on a pris 10%, ridicule. La dette japonaise est passée de 200 à 250% du PIB. Tout ça, c'est des dettes qui ne seront jamais remboursées autrement qu'en s'endettant encore plus. Donc tous les gens ici qui ont de l'assurance vie, ils ont souscrit une forme de dette perpétuelle. D'accord ? S'il y a un moment quelconque, il y a un grain de sable qui fait qu'on doit rembourser la dette, non pas avec plus de dettes qu'on a contractées, mais avec des revenus réels, le système se cassera la gueule. Et donc à ce moment-là, on vous dira, monsieur, votre assurance vie ne vaut plus rien. Attendez-vous parce qu'il y en a une partie qui disparaisse. Attendez-vous. Pourquoi est-ce que 2005 marque un deuxième tournant? Oui, je prends les paris aussi. Attendez, pourquoi l'assurance vie, c'est la dette des États, pour l'essentiel. Et aujourd'hui, les États sont incapables de rembourser la dette avec leurs revenus futurs. Donc ils ne peuvent la rembourser qu'en s'endettant encore plus. Et comme il faut s'endetter pour rembourser la dette passée plus les intérêts, c'est ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. C'est ça, une pyramide de Ponzi. C'est vous vendez, vous payez les premiers avec des intérêts et vous vous endettez encore plus pour payer les premiers avec les intérêts. C'est ça, une pyramide de Ponzi. C'est exactement pareil. Donc le système de la dette publique mondiale en ce moment dans un approvisionnement énergétique qui va se contracter, c'est une pyramide de Ponzi. Donc ça tient tant que les gens sont d'accord pour payer encore plus pour permettre de rembourser la dette passée. Alors on peut le faire de tas de manières, y compris avec de la création monétaire, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. La planche à billets de la Banque centrale, tout le monde a plein régime pour ça. Ce qui est une forme d'inflation. Alors pourquoi est-ce que c'est 2005 qui marque le deuxième temps? Parce qu'en 2005, la production mondiale de pétrole a quasiment cessé de croître. Vous avez ici la production de pétrole mois par mois qui sort des statistiques de l'EIA. Alors vous voyez qu'avant 2005,
En gros, vous avez une augmentation régulière. Après 2005, vous avez un palier de quelques années. Ça réaugmente ici, mais sauf que dans les statistiques, vous agrégez ici le pétrole et ce qu'on appelle des condensats, qui sont des molécules un peu plus longues que le gaz naturel, mais qui ne valent pas le vrai pétrole, qui sortent avec le gaz. Alors la production de gaz aujourd'hui continue de croître. Mais si vous regardez le vrai pétrole stricto sensu, c'est à peu près flat depuis 2005, et là depuis 2015, vous ne voyez pas bien, mais ça a recommencé à baisser. Du coup, l'approvisionnement pétrolier de l'Europe, comme de toute la zone OCDE, est passé par un maximum à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle passe par un maximum? Parce que l'approvisionnement pétrolier de l'Europe, c'est de l'approvisionnement issu de la mer du Nord, qui passe son pic en 2000, parce que toutes les zones pétrolières doivent passer leur pic à un moment ou à un autre, ça c'est des maths, et des importations qui, après 2005, vous voyez que là, elles augmentent pour compenser le pic européen, ne peuvent plus augmenter, puisqu'il n'y a pas plus de pétrole dans le monde. Et à ce moment, l'Europe commence à perdre de l'approvisionnement pétrolier, quasiment 17%. C'est pas Borloo, Kosciusko, Morizet et Ségolène Royal, ça. C'est juste qu'il n'y en a plus assez. C'est juste qu'il n'y en a plus assez. Nous consommons également du gaz en Europe. Alors le gaz, c'est pareil. Depuis 2005, on a perdu 20% du gaz européen. Alors la douceur du climat, il y a un peu pour quelque chose, mais pas que. Ce qui est aussi pour quelque chose, c'est que la mer du Nord, qui fournit 60% du gaz en Europe, c'est pas les Russes qui fournissent d'abord le gaz européen. C'est d'abord la mer du Nord, 60%. La mer du Nord a passé son pic en 2005. Et les importations, en valeur absolue, elles sont à peu près constantes. Elles ne peuvent pas augmenter très vite, parce que mettre un gazoduc, c'est très long et c'est très compliqué. Et donc ça descend. Pour mémoire, si on avait du gaz de schiste, ce qui n'est pas sûr, et si on décidait d'exploiter, ce qui n'est pas sûr, voilà à peu près ce que ça représenterait. Donc, de toute façon, ce n'est pas une solution à la hauteur du problème. Nous utilisons également du charbon en Europe. Alors la production de charbon, on utilise le charbon qu'on produit, plus le charbon qu'on importe. Alors, le charbon qu'on importe, c'est la différence entre les deux. Vous voyez, ça augmente pas si vite, hein. Parce que importer des quantités massives de charbon, c'est compliqué. Le charbon, c'est un pondéreux, il faut des terminaux portuaires dédiés, il faut des infrastructures dans l'Interland dédiées, des trains, vous ne transportez pas le charbon par camion, j'ai jamais vu un camion de charbon. C'est beaucoup trop pondéreux pour ça. Hein. C'est soit de la voie d'eau, soit du train. Donc c'est des grosses installations à gros gabarit. Et donc, quand la production européenne de charbon décline, la consommation européenne de charbon décline, ce qui est par ailleurs une bonne nouvelle pour le climat. Vous allez dire, il y a qu'à utiliser le nucléaire. Du reste, en France, tout le monde sait que nous sommes tout nucléaire, donc on n'est pas concerné par ce problème. Alors on va tout petit peu parler du nucléaire. Je vais commencer par le côté la France est tout nucléaire. Vous avez évidemment tous déjà entendu cette affirmation. Qui n'a jamais entendu que la France était un pays tout nucléaire? Bon, donc on lit le même journal. Alors je me suis amusé, toujours pareil, à faire un petit calcul simple, qui est de regarder ce qu'on utilisait vraiment en France comme énergie, selon l'endroit où se trouve la machine qui consomme l'énergie. Alors si la machine qui consomme l'énergie est chez vous, ça s'appelle résidentiel. Si elle sert à produire des calories, c'est là. Si elle sert à autre chose, c'est là. Si la machine est sur votre lieu de travail, hors production d'objets, si elle sert à produire des calories, c'est là. Si elle sert à autre chose, c'est là. Donc là, vous avez les ascenseurs, les grille-pains, les toasters, les télévisions, les iPhones, etc. Si la machine sert à produire des objets, c'est là. Donc c'est dans l'industrie. Si la machine sert à produire votre nourriture, parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais si on a viré les agriculteurs des champs, c'est grâce aux machines. Hein, on les a remplacés par des tracteurs et des usines d'engrais. Vous voyez d'un on doit augmenter la productivité par agriculteur, un tracteur 300. Pas mal, hein. Donc si on n'avait pas l'énergie pour faire ça, vous ne seriez pas en train de m'écouter, là en ce moment, vous seriez en train d'éplucher vos patates. Que vous auriez ramassé en vous cassant de l'eau dans la journée. Donc si les machines sont dans les champs, c'est là. Et si les machines servent à transporter des personnes ou des marchandises, c'est là. Et maintenant, je vais cercler tout ce qui provient en France des combustibles fossiles. Question, est-ce que vous croyez que la France soit un pays tout nucléaire? Quand on voit ça, ça va pouvoir se discuter. Hein. Deux conclusions à tirer de ça. Un, même la France est concernée par la décrue subie en Europe des combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon. Et en plus, on décide d'y rajouter le fait que le nucléaire est caca. Alors le fait qu'on dise que le nucléaire est caca, pour aller très rapidement, à mon avis, c'est parce que nous sommes un pays de Gaulois. Ça n'a rien à voir avec le fait que le nucléaire soit dangereux, c'est parce qu'on est un pays de Gaulois. Dangereux ou pas. Alors dans un pays gaulois, comment est-ce qu'on fonctionne? On fonctionne avec l'idée que tout Astérix qui gueule contre les Romains est sympathique. Donc tout petit qui gueule contre le gros,
a raison par construction. Donc, si vous allez à l'hôpital de la Timone et que vous attendez 3 heures aux urgences, vous avez raison et l'hôpital a tort. On ne se préoccupera pas de savoir si vous avez juste une rayure sur un ongle, si vous ne parlez que serbe, si vous êtes allé dans le local à poubelle au lieu d'aller à l'accueil. Non, non, c'est pas le sujet. Vous avez attendu 3 heures, vous avez raison et l'hôpital a tort, point. De même, si le train vous amène en retard, vous avez raison et la SNCF a tort, point. On ne se préoccupe pas de savoir s'il y a, etc. Et le nucléaire tombe là-dedans. Le nucléaire c'est gros, donc si vous êtes l'antinucléaire, vous êtes le petit sympathique contre le gros méchant, et donc vous avez raison et le gros a tort, point. C'est aussi con que ça. Donc l'antinucléarisme dans les médias, c'est pas une affaire d'analyse soigneuse par les journalistes des arguments techniques issus de la littérature scientifique ou technique, c'est une posture spontanée, parce que française, qui fait que quand vous êtes journaliste et que vous démarrez à 25 ans en ayant suivi une formation littéraire et que vous ne savez pas absolument pas ce que c'est qu'un Becquerel, le petit qui gueule contre les Becquerel, vous allez lui donner la parole en disant selon Greenpeace il se passe ceci, puis une fois que vous aurez écrit 15 fois selon Greenpeace il se passe ceci, même le jour où vous vous rendrez compte éventuellement que vous êtes fait peur pour rien, de toute façon vous ne changerez plus d'avis parce qu'en France on ne change jamais d'avis. Donc vous sur rien. Donc voilà, donc en fait la raison pour laquelle les médias en France sont majoritairement antinucléaires n'a strictement rien à voir avec le fond du problème et tout à voir avec le fait que nous sommes un pays de Gaulois. Voilà, c'est aussi con que ça. Alors cela étant, peut-être que le nucléaire est dangereux. Mais c'est pas parce que les médias le disent que c'est le cas. Et les Allemands, hein? Alors les Allemands c'est différent. Le nucléaire c'est compliqué en Allemagne, c'est parce que c'est à la fois quelque chose qui leur rappelle les Pershing et une énergie fédérale. Et là, vous avez le même phénomène qu'aux États-Unis. Dans un État fédéral, en général, ce que les gens aiment, c'est leur canton, leur État. C'est valable en Suisse aussi. Donc en gros, dans les pays fédéraux, on n'aime pas trop l'État fédéral et on aime bien ce que font les États fédérés. Alors le charbon est une énergie régionale ou locale, le nucléaire est une énergie fédérale. Donc c'est une des... Et puis surtout, encore une fois, ça rappelle l'humiliation de l'occupation américaine et des Pershing. Alors, parlons un peu de nucléaire, mais d'une manière qui va peut-être vous étonner. Vous avez tous entendu parler du GIEC. Le GIEC est un enfant pour tous, parce que je ne connais pas le sexe des parents, du programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation météorologique mondiale. Donc en 1988, l'Organisation météorologique mondiale et le programme des Nations Unies pour l'environnement décident de faire un enfant qui s'appelle le GIEC, donc une agence officielle, dont le mandat est de synthétiser ce qui est disponible dans la littérature scientifique et technique sur la question de l'impact de l'homme sur le climat. C'est ça le mandat du GIEC. Hein. Le GIEC n'est pas un laboratoire de recherche. Les effectifs du GIEC, c'est 15 personnes, hein, c'est du tout. Les chercheurs qui font les rapports du GIEC, ça par contre, c'est 2000 personnes. Mais la structure elle-même, c'est 15 personnes. Hein, c'est tout petit, le GIEC. Hein. Et le GIEC lui dit, ben voilà, si je fais une synthèse de ce qui s'est publié dans Quaternary Science, Geophysical Letters, et je sais pas quoi, et Nature et Science, voilà ce que je peux vous raconter, et ça fait 2000 pages. Et en 1955, le même parent pour tous à gauche, sur le programme des Nations Unies pour l'environnement, et l'Organisation mondiale de la santé, à droite, font un frère aîné, ou une sœur aînée, je crois, un enfant pour tous aîné, qui s'appelle Lunskear. Qui dans la salle connaissait Lunskear? Bon, pour des gens qui travaillent dans le nucléaire, c'est pas bien. Lunskear, dont vous êtes capable de lire l'intitulé, fait le même boulot que le GIEC. C'est-à-dire qu'il synthétise ce qui se trouve dans la littérature scientifique et technique à comité de lecture sur l'effet des rayonnements ionisants sur les hommes et sur les êtres vivants. Lunskear a par exemple sorti en 2013 un rapport sur Fukushima. Je mets au défi qui que ce soit dans la salle, et je veux bien à nouveau parier une deuxième fois, et me savons que ce soir mes économies, sur le fait que vous n'avez jamais entendu parler de ce truc-là dans le moindre média, jamais. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport en question? Il y a notamment la phrase en rouge: il n'y aura pas d'effet sanitaire discernable lié au surplus de radiation relâché par l'accident de Fukushima. Point. C'est une excellente nouvelle. Quand un avion se casse la gueule et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de mort, en général vous vous réjouissez. Quand il y a un terrible accident de bus dans lequel étaient vos gamins et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de mort, en général vous trouvez que c'est une bonne nouvelle. Donc là, les Nations Unies vous font un rapport
au sein d'une agence qui fonctionne exactement comme le GIEC, en disant ça ne fera pas de mort, et on ne vous croit pas. On vous dit non, vous êtes payé, c'est un complot, c'est pas possible. Mort, il y a plein. Il y a encore eu un foutage de gueule, parce que c'est le nom qu'il faut donner, sur la chaîne parlementaire, il y a quelques jours, on a expliqué que cet accident ferait 1700 morts. Je suis scandalisé que les impôts servent à propager de telles conneries. Parce que la chaîne parlementaire, c'est les impôts, les votes aussi, le reste. Donc voilà, donc les impôts servent à raconter des conneries. Qu'est-ce que je veux dire? Donc il n'y aura pas de mort. Voilà. Et soit dit en passant, le même rapport vous explique qu'il n'y aura pas de rapport discernable sur l'environnement, très vraisemblablement, à part à quelques endroits très, très particuliers. Cela étant, à force de raconter l'inverse, on se fait peur pour rien. Alors, je vais vous montrer que vraiment, on se fait peur pour rien. Il n'y a pas beaucoup de sondages qui permettent de matérialiser le fait qu'on se fait peur pour rien, mais là, je vais quand même vous en sortir un. Voilà un travail qui est fait par un ami chercheur qui, depuis des années et des années, demande aux Français ce qu'ils pensent sur le changement climatique. Alors, il leur pose des tas de questions, et une des questions qu'il leur pose, c'est, à votre avis, quelles sont les activités qui contribuent à l'effet de serre, c'est-à-dire au changement climatique? Alors voilà, les activités industrielles, les transports, etc. Et alors, regardez un truc très rigolo. Un Français sur deux pense que les centrales nucléaires contribuent significativement aux émissions de gaz à effet de serre. Un Français sur deux. Vous, ça vous fait rire, moi, pas du tout. Parce que du coup, ça rend logique que dans une transition énergétique qui vise à lutter contre le changement climatique, on descende le nucléaire à 50%. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher ailleurs. Comme les gens, en règle générale, une fois qu'ils ont fini de payer leur tiers provisionnel et d'aller chercher leur gamin à la crèche, ils n'ont pas vraiment le temps de lire des ouvrages spécialisés pour savoir ce que c'est que le nucléaire, et je leur en veux pas, c'est la vie, c'est comme ça, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Eh bien, il y en a un sur deux qui se dit, bon, vous savez, il y a des grands panaches blancs, là, ça fume, je sais pas quoi, c'est chaud, c'est machin, etc., ça chauffe les rivières, chaud, effet de serre, chaud, réchauffement climatique, chaud, bon, bref, donc, allez hop, puis Greenpeace a dit que c'était pas bon, donc ça va pas être bon. Donc, il y a un malentendu sur les dangers du nucléaire. Alors là, je vous en illustre un, mais il y en a plein d'autres. Il y en a énormément. Quand je veux amuser un journaliste, en général, je lui demande s'il connaît Nitzker, il me dit non. Après, je lui demande pourquoi il n'en a jamais parlé, il regarde ses pieds, en général, je me fâche avec lui. Il n'en parlera pas plus après. Hein. Il n'en parlera pas plus après. Tout ce que j'ai gagné, c'est de me fâcher avec lui. Dernier point sur le nucléaire, c'est le fait qu'il y a là aussi un Alice au pays des merveilles qui circule sur ces inconvénients économiques, ou plus exactement ces inconvénients économiques comparés aux avantages des renouvelables. Alors je vous propose ici une petite règle de 3 pour comparer un système qui serait totalement nucléaire versus totalement éolien. C'est un exercice de forme, mais c'est pour vous faire sentir un ordre de grandeur. Si vous remplacez un système totalement nucléaire, en première approximation, je considère être le système français. Hein, donc il y a un peu d'hydraulique, donc c'est pas, je triche un peu. Enfin, on va dire le système français, et vous mettez du 100% éolien. Si vous avez que du nucléaire, vous avez un facteur de charge qui se balade, alors j'ai mis 80, en fait j'aurais dû mettre 60-80, peu importe. En face, vous avez un facteur de charge pour l'éolien qui est de l'ordre de 20 à 25%. Ce qui veut dire que quand vous passez d'un système nucléaire à un système éolien, vous devez installer 3 à 4 fois plus de puissance pour avoir la même électricité à la fin de l'année. Ensuite, un réacteur, ça dure 60 ans, 80 aux États-Unis, on voulait 40 en France, peu importe, je prends la moyenne, 60. Une éolienne, ça dure 20, paraît-il, moi je mets 30, on s'en fout. Donc vous avez à nouveau un facteur de 1 à 3, il va falloir payer une deuxième fois sur la même période. Ensuite, quand vous mettez plein de sources de production dans le paysage, il faut raccorder beaucoup plus de trucs que ce que vous aviez avant. Donc il faut faire beaucoup plus de tranchées, beaucoup plus de câbles, beaucoup plus de postes de source, beaucoup plus de ceci, cela. Et donc vous avez des coûts d'environnement électrique qui, en première approximation, sont équivalents aux coûts d'investissement directement dans les dispositifs de production. Et ça, je tiens ça d'un graphique que j'ai piqué sur le site allemand du ministère de l'énergie, que maintenant j'arrive plus à trouver, mais il y a un moment où j'aurais piqué ça. Et il vous dit, en gros, c'est 1 pour 1. Et à chaque fois que j'ai eu des discussions privées avec des gens chez Enedis ou RTE, ils m'ont dit, oui, c'est à peu près leur de grandeur. Donc, vous multipliez par 2, allez, 1,5 si je suis sympa. Ensuite, si vous avez que de l'éolien, je le redis, sauf à prendre le train que quand il y a du vent, et il y a surtout du vent l'hiver, donc vous ne prenez pas le train l'été, il va falloir stocker. Au premier ordre,
il faut stocker à peu près la moitié. Retenez qu'avec de l'éolien, vous avez 80 à 90% de la production qui arrive sur la moitié des heures dans l'année. Hein? Donc en première approximation, vous avez une moitié à stocker, 40%, 30%, peu importe, ça ne change pas beaucoup les heures de grandeur. À ce moment, vous multipliez à nouveau vos investissements par deux. Par contre, indéniablement, l'éolien vous coûte moins cher au kilowatt installé que le nucléaire. Donc là, vous gagnez un facteur diviseur. Enfin, si vous faites tous les facteurs multiplicatifs et le facteur diviseur à la fin, vous vous rendez compte que le total d'argent qu'il faut mettre sur la table pour avoir un système 100% éolien plus stockage, hein, encore une fois, vous n'avez pas votre frigo qui vous refroidit votre beurre que l'hiver, ça marche aussi l'été, eh bien à ce moment, il faut mettre 10 à 20 fois plus d'investissement sur la table. Alors je vous le refais autrement. Là où ça coûte 300 milliards d'euros de refaire à neuf le parc nucléaire français, ça vous en coûte 6 000 si on décide de faire que de l'éolien avec stockage pour la même quantité d'électricité à l'arrivée. Le PIB français, c'est 2000 milliards d'euros par an. Donc 300, déjà les gens gueulent en disant c'est hors de prix. 6 000, c'est évident qu'on les mettra jamais. C'est ce qui me fait dire que l'Allemagne n'ira jamais au bout de son énergie 22 avec des panneaux solaires et des éoliennes. Jamais. 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 Donc aujourd'hui, c'est devenu les pires ennemis de l'Europe du climat, parce qu'en décidant de commencer par le nucléaire, ils se sont condamnés à garder le charbon. Je reviens à mon Europe. Donc, de moins en moins de charbon à cause de la géologie et un peu du CO2. De moins en moins de pétrole à cause de la géologie. De moins en moins de gaz à cause de la géologie. De moins en moins de nucléaire à cause de la trouille. Et pas beaucoup plus de NR à cause du coût en capital. Plein de fois zéro, ça fait la tête à Toto. Et donc, depuis 2006, l'approvisionnement énergétique européen baisse. Et donc, la production industrielle européenne est passée par un maximum en 2007. Depuis, ça baisse et ça va continuer à baisser. Ça, j'ai passé. Si je regarde par personne, eh bien, vous voyez que ça s'arrête de monter au moment des chocs pétroliers et ça commence à descendre en 2007. Et ni Valls, ni Hollande, ni Merluchon, pardon, non, ni Mélenchon, non, j'aime bien ce nom, ni Montebourg, ni Sarkozy, ni Fillon, ils changeront quoi que ce soit. Ni Le Pen. Quoi que ce soit. Ils changeront rien. C'est de la géologie et de la physique. Ils n'y changeront rien. Et voilà ce que ça donne sur le PIB par personne. Donc vous voyez, à un moment, on avait plein d'énergie en croissance, puis on a eu la même quantité d'énergie, puis ça s'est mis à décroître. Et à l'arrivée, vous avez ça. Vous avez ça parce que si le PIB n'augmente plus, et que vous autorisez la libre circulation de tout à l'intérieur de la zone, vous avez un rééquilibrage. C'est une différence de potentiel qui se comble, hein. Donc vous avez un rééquilibrage entre l'Ouest et l'Est. Les industriels de l'Ouest mettent les usines de voitures à l'Est, et les plombiers de l'Est vont habiter en Grande-Bretagne. Et les Grands-Bretons, à un moment, disent plein de cul. Le reste, les Français sont en train de dire aussi plein de cul. Donc Le Pen sera au second tour. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et à chaque fois qu'un élu vous dit « élisez-moi et je ferai revenir la croissance », il augmente la probabilité que derrière, il y ait des troubles sociaux graves. Hein, c'est comme si le médecin vous dit « venez chez moi et je vous fais un diagnostic sans cancer ». Je vous le dis à l'avance. Hein. C'est pareil. Exactement le même genre de raisonnement. Alors regardez les États-Unis et le miracle du gaz de schiste. À nouveau, le journal qui aurait mieux fait de se taire. L'approvisionnement par personne aux États-Unis est passé par un maximum absolu au moment du premier choc pétrolier. Depuis, ça baisse. Et depuis 2006, 2007, regardez l'effet du miracle du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Hein, ça doit pouvoir se discuter. Miracle. Si je vous dis, je vais vous parler du miracle de votre augmentation salariale et je vous baisse votre salaire, je vais encarter la CGT, vous allez bien le voir. Voilà, donc voilà le miracle. Même motif, même punition, même effet. Pareil. Et c'était d'autant plus efficace qu'il y avait beaucoup de pétrole dans le mix énergétique du pays au départ. Alors voilà le même nuage de points que ce que j'ai fait pour le monde, mais cette fois-ci je vous le montre pour la Grèce. Donc toujours pareil, je pars de 65, je suis l'ordre chronologique. En 2006, voilà à quoi ressemble le mix énergétique de la Grèce. 60% de pétrole. Et l'approvisionnement européen en pétrole décroît. Eh bien l'approvisionnement énergétique de la Grèce décroît, et le PIB grec, fait gentiment chemin inverse. Ça vous fait rire? On est les prochains sur la liste. Ça marche très bien. Également,
vous voyez, avec nos amis italiens, pour les mêmes raisons. Beaucoup trop de pétrole dans le mix. Ça marche de la même manière pour nos amis espagnols, beaucoup trop de pétrole dans le mix. Alors vous allez dire, ils ont qu'à faire autrement. Voilà comment évolue l'approvisionnement, exactement la variation de l'approvisionnement en énergie primaire dans la zone OCDE. Donc la zone OCDE, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. C'est ce qu'on appelle les pays riches, industrialisés. Eh bien, vous voyez que l'approvisionnement global en énergie dans ces pays-là, il y a 50 ans, ça augmentait de 3% par an, puis 2, puis 1, puis 0, puis maintenant c'est négatif. Et donc, le PIB de la zone croissait fortement, quand elle croît de moins en moins, tout le monde pense qu'on va revenir là, tout le monde se fout le doigt dans l'œil, et la question c'est qu'est-ce qui nous arrive là? Donc on va avoir de moins en moins de moyens pour gérer de plus en plus d'emmerdements, parce que par ailleurs, les emmerdements augmentent. Qui sont l'héritage de cette consommation frénétique de combustibles fossiles passés. Voilà, alors, une petite conclusion. Donc à partir de maintenant, il y a de moins en moins de moyens, et donc, toute mesure qui consiste à résoudre un problème en dépensant 10, quand on dépenserait 1 pour le même résultat, est un crime. C'est un crime. D'accord ? Ça accélère la survenue des emmerdements. Donc, je vais un peu vous énerver. ITER, on arrête tout de suite. Dans le contexte que je suis en train de vous évoquer, ça ne sert à rien, ça résoudra peut-être les problèmes quand on survivra dans 80 ans, enfin les problèmes sont pour tout de suite. Mais le photovoltaïque et l'éolien en France, j'arrête tout de suite aussi, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ça ne sert à rien pour résoudre le problème dont je suis en train de parler. Ça ne sert à rien. Ça évite pas de CO2, et ça, quand ça en évite, ça en évite en dépensant 100, alors que d'autres mesures permettraient d'y arriver en dépensant 1. Donc il faut pas le faire. Et on fait quoi? Vous allez voir. Sauf qu'on est viré dehors, on est viré dans 5 minutes. Alors en plus, il y a le problème du changement climatique. Vous savez que le changement climatique, il y a quelques climato-sceptiques. Donc ils se disent, soit c'est pas grave, soit c'est une très bonne nouvelle. Il y aura toujours des climato-sceptiques. Dans 50 ans, il y aura encore des climato-sceptiques. Ils ne disparaîtront jamais parce que leur motivation n'a rien à voir avec la science. Donc il y aura toujours des climato-sceptiques. De même qu'il y aura toujours des emmerdeurs et des gens qui trichent avec le fisc. Voilà, comme ça. Quelques ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Vous avez ici une carte qui vous représente les écosystèmes installés en Europe aujourd'hui, si on ne les supprime pas, pour faire des facultés de pharmacie, des champs, des lignes de TGV et des raffineries. D'accord ? Donc si on ne supprime pas les écosystèmes installés pour faire des choses qui profitent aux hommes, voilà le genre d'écosystème qu'on a aujourd'hui en Europe. On a essentiellement partout de la forêt. On a partout de la forêt parce qu'il pleut assez. Et il fait ni trop froid, ni trop chaud, et il pleut assez. Voilà à quoi ressemble l'écosystème européen il y a 20 000 ans. Alors vous savez, il y a 20 000 ans, on rentre dans la grotte Cosquer à pied. C'est un moment où il fait froid. Nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Et l'Europe est parcourue par quelques bipèdes et quelques mammouths à poil les deux. Cette Europe est manifestement assez différente de l'Europe que nous connaissons. La première différence, c'est que Areva n'aurait pas été emmerdé par Olkiluoto, il n'y avait pas d'Olkiluoto, puisque la Finlande était sous 3 km de glace. Donc vous ne construisez pas un réacteur nucléaire sous 3 km de glace, c'est pas encore fait ça. Vous voyez, il y avait un gros glacier, et il y avait du reste sa grande sœur sur le Canada. On avait également les Écossais n'auraient pas pu prendre leur indépendance, il n'y avait pas d'Écossais, ils étaient sous la glace. Les Français pouvaient aller à pied sec, foutre la pâtée aux Irlandais, les bonnes années, aux Gallois, au rugby, car le trait de côte passait à l'extérieur de ce qu'est aujourd'hui l'Angleterre. L'océan était plus bas de 120 mètres. Parce que les calottes glaciaires qui s'étaient formées sur le Canada et sur la Scandinavie avaient pris tellement d'eau dans l'océan pour se former que le niveau de l'eau a baissé de 120 mètres. Vous voyez que les écosystèmes installés, pour dire court, ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et dans ce genre d'environnement, eh bien, la population totale de la France est celle d'un gros quartier marseillais. 100 000 bons hommes. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à bouffer. Un animal en bout de chaîne trophique, en bout de chaîne alimentaire comme l'homme, bah, vous arrivez à en faire survivre 100 000, et pas plus. Quand on est passé du paysage de gauche au paysage de droite, la température s'est réchauffée, manifestement. Eh bien, au niveau planétaire,
moyenne planétaire, a augmenté de 5 petits degrés quand on est passé du paysage de gauche au paysage de droite. Ça s'est fait en 5000 ans. À l'époque, les migrations des populations n'étaient pas un sujet. S'il y avait un problème d'insuffisance alimentaire dans l'environnement, monsieur chef de tribu, je suis désolé, à l'époque c'était plutôt ça, prenait sa plus belle massue, distribuait quelques baffes, prenait madame chef de tribu par la tignasse, et crac, on était parti dans la grotte d'à côté, avec un capital à déplacer qui n'était pas excessif, 3 pailles de harpon et un pot de peinture pour repeindre les murs de la grotte. Aucun problème. Il est évident qu'aujourd'hui, si on doit avoir une modification à large échelle de l'environnement, c'est impossible de s'adapter de cette manière. Parce que vous ne déplacez pas quelques centaines de millions, quelques milliards d'individus avec sur leur dos l'hôpital de la Timone, la raffinerie, les églises, les ports, les routes, les voies de TGV, l'école primaire et Notre-Dame de Paris. Et au surplus, là où vous avez envie d'aller, de deux choses l'une. Ou bien c'est sympathique, il y a déjà quelqu'un, et le quelqu'un vous dira non, au besoin avec des armes, ou bien c'est pas sympathique et il n'y a personne, et à ce moment vous vous retrouvez à poil, puisqu'il n'y a aucune infrastructure. Donc il est absolument évident qu'une élévation de température de quelques degrés en un siècle, pour moi, c'est la guerre partout. Donc quand on ne se trompe pas en donnant le prix Nobel de la paix au GIEC, Al Gore ça se discute, mais au GIEC on ne se trompe pas. On ne se trompe pas parce que ce qu'on fait, c'est vraiment de permettre à une entité qui attire notre attention sur un problème majeur de s'exprimer, et le problème est majeur parce que, encore une fois, le chamboulement de l'environnement, au surplus qui va arriver dans un monde dépourvu d'énergie comme aujourd'hui, c'est un effet tenaille qui va réduire la taille et l'espérance de vie de la population par un facteur de moins inconnu, mais qui sera très certainement supérieur à 1. Très certainement supérieur à 1. Donc la question que pose le changement climatique, c'est vraiment la question de la taille et de l'espérance de vie de la population. Je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il y aura toujours des hommes et des femmes. Là, je n'ai absolument aucune inquiétude. On est des animaux tellement ubiquistes, on est tellement pions, on s'accroche partout. J'ai absolument aucune inquiétude sur le fait qu'il y aura des hommes et des femmes dans un siècle, et dans 2 et dans 3. Par contre, combien et dans quel état, ça je ne sais pas. Non, ça je ne sais pas. Et je vais vous montrer que ce problème-là aussi est déjà là. Vous avez ici une carte des évolutions attendues des précipitations sur Terre dans le cadre du réchauffement climatique en cours. Parce qu'on se focalise toujours sur les températures dans les médias, mais en fait, un changement climatique, c'est un changement de tous les paramètres. Et je cercle une première zone où vous voyez que ça va s'assécher, c'est le bassin méditerranéen. Et vous voyez que c'est la seule zone qui s'assèche de manière massive dans le cadre du changement climatique en cours, et ça fait 15 ans depuis que je m'intéresse au problème que ce résultat est connu. Oui, je sais qu'il faut qu'on s'en aille. Voilà l'autre zone où il est prévu que ça s'assèche. Alors maintenant, je prends la carte, non pas des variations futures de précipitation, mais des variations passées de précipitation, sur les quelques décennies, et je cercle les mêmes endroits. Et regardez, tous les endroits qui se sont déjà asséchés se trouvent dans les mêmes cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? On est déjà en train de voir la marque du changement climatique sur la variation des précipitations. Alors maintenant, prenons nos voisins syriens. Vous avez ici, pour la Syrie, en rouge l'évolution de la population, en vert l'évolution de la production agricole. Alors oui, jusqu'en 2007, tu vois très bien la marquise. Et puis, à partir de 2007, les sécheresses de plus en plus violentes que vous avez sur le pourtour du bassin méditerranéen commencent à vous borner la production agricole. Et dans le même temps, la Syrie, qui n'a pas grand-chose à exporter et qui n'est pas ouverte aux touristes, ne peut pas subventionner des importations pour sa population. Exode rural, miséreux, tout ce que vous voulez. Bon. Quand vous regardez le déclencheur des printemps arabes, c'est la même cause. Sécheresse plus incapacité à faire face aux importations dans un contexte économique d'après-crise de 2009, c'est-à-dire d'après-pétrole. Donc, les problèmes, ils sont déjà là. À la fois pour le chômage qui est dû au plafonnement du pétrole depuis 2005, la dette pareille, et les réfugiés syriens qui sont pour partie dus, au début des conséquences significatives du changement climatique. Le problème, il n'est pas pour 2005, il est maintenant. Il a commencé maintenant. Simplement, l'attribution des causes n'est pas faite, on ne le voit pas comme tel, et du coup, on n'est pas capable d'y répondre. Je vais aller, puisque le temps m'est compté, directement à c'est quoi? Zut. C'est bien arrivé. J'ai plus de souris.
J'arrête. Deux conclusions. Les 2 degrés de l'accord de Paris. Alors voilà une deuxième droite très importante qu'il faut garder en tête. Donc la première, c'est énergie PIB. La deuxième, c'est émission température. Vous avez ici un ensemble de simulations qui a été publié dans le dernier rapport du GIEC et qui vous dit en gros la chose suivante. Vous prenez sur cet axe horizontal les émissions cumulées de gaz et de CO2 que l'humanité fera entre 1850 et 2100, le cumul, et vous regardez en correspondance quelle est l'élévation de température qui en résultera en 2100 par rapport à 1850. Alors, application concrète. À fin 2015, on a émis déjà 2000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et donc on est absolument certain qu'on va se prendre 1 degré quelque chose d'élévation de température moyenne en 2100 par rapport à 1850. En fait, on l'a même pris cette année par rapport à 1850, alors pas en moyenne, c'est aussi sur une année. Bon. Si je tiens le raisonnement inverse, donc je dis que je veux me limiter à 2 degrés, c'est l'accord de Paris, eh bien ça veut dire que j'ai le droit de mettre 3000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et pas une de plus entre 1850 et 2100. Donc en gros, j'ai le droit de dépenser 3000 euros, dont j'ai déjà dépensé 2000. Il y en a 2000 que j'ai déjà eu. Donc il me reste 1000 milliards de tonnes à émettre dans le siècle qui vient, pour une humanité en moyenne 3 fois plus nombreuse que celle qui a déjà émis les 2000 sur le siècle qui vient de s'écouler. Voilà, c'est ça les 2 degrés. C'est diviser aussi vite que possible les émissions par personne par 5, ou 6, ou 8, ou 10, et arriver à des émissions nulles, c'est-à-dire nulles en 2080. Dans cette affaire, qu'est-ce que les pays ont décidé de faire à Paris? Eh bien, ils ont décidé d'augmenter leurs émissions. Donc vous avez ici ce qu'on a appelé les INDC, c'est-à-dire les déclarations d'intention des pays qui sont partis à l'accord de Paris. Et ils ont tous dit, ben voilà, moi je vais émettre tant, 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 jusqu'en 2025. Et alors vous faites le sigma de ce qu'ils ont décidé, de ce qu'ils ont communiqué, et vous obtenez la courbe noire. Et la presse unanime de dire, ah, on est en voie de résoudre le problème. Enfin, si vous allez voir votre banquier qui vous dit, vous êtes à découvert, et que vous lui dites, ah, je suis en voie de résoudre le problème, je vais le creuser un peu plus. À mon avis, il va quand même vous regarder d'une manière bizarre. Bon. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est suivre la courbe bleue. Là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse pour les 2 degrés. Hein? Vous voyez bien que ça n'a strictement rien à voir avec ce que pour le moment on est parti pour faire. C'est quelques pourcents de baisse par an. J'ai regardé quand, dans le courant du XXe siècle, on avait réussi à faire baisser les émissions de quelques pourcents par an. Alors j'ai trouvé 2 points, la crise de 29 et l'éradication du Japon et de l'Allemagne. Après, j'ai regardé si les pays qui avaient ratifié Kyoto avaient fait une différence par rapport à ceux qui n'avaient pas ratifié sur la décarbonation de leur PIB, parce que tout le monde fait de l'efficacité. Alors j'ai regardé l'Europe, et la quantité de CO2 par dollar de PIB sur les 50 dernières années, vous voyez, ça baisse. Après, j'ai regardé les États-Unis. Bon. Est-ce que ratifier un accord juridiquement contraignant des Nations Unies, c'est quelque chose qui fait que vous allez agir pour de vrai? La réponse est non. La réponse est non. Ça aide qu'on dise partout que c'est un problème important. C'est évident que ça aide. Voilà, mais c'est pas la fin de l'histoire. Donc après l'accord de Paris, j'avais écrit une petite tribune dans les Échos dont le titre était « Victoire, tout reste à faire ». Et effectivement, victoire, tout reste à faire. Il ne suffit pas de dépenser de l'argent pour que ça marche. Vous avez ici l'énergie 22 en Allemagne. Alors, petit quiz. Vous avez ici la quantité de CO2 par unité d'énergie utilisée en Allemagne. Toutes énergies confondues. Hein. C'est pas juste l'électricité. Tout. Les carburants, l'industrie, le chauffage, etc. Et j'ai enlevé les années en bas. Et donc la question est, est-ce que vous êtes capable de me dire de quand date le début de l'énergie 22? Hein? La réponse, c'est, là voilà, l'énergie 22. Bon. 300 milliards d'euros, ils ont dépensé. Hein? Nous, on a dépensé 300 milliards d'euros au moment du programme nucléaire. En euros d'aujourd'hui, vous voyez que c'est pas exactement le même résultat. Je finis avec 2 petits graphiques. Un, c'est la répartition des émissions aujourd'hui de gaz à effet de serre dans le monde, donc celle-là même qu'il faut diviser par 3 d'ici à 2050 si on veut avoir les 2 degrés. Il faut les diviser par 3. 20% des émissions dans le monde, tout gaz confondu, hein, c'est pas juste le CO2, c'est les centrales à charbon. Donc les seules centrales à charbon, c'est 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Les centrales à pétrole et à gaz, vous en rajoutez 6-7. Les cimenteries, c'est 5% des émissions mondiales. C'est autant que les centrales à gaz, pas plus. Le reste de l'industrie, dans lequel l'aciérie fait encore 5, c'est 12. Les chaudières de bâtiments en direct, c'est 6. Donc c'est un poste important en France où on n'a pas le poste électricité, où le poste industriel n'est pas aussi important, et où le poste transport, et où on n'a pas les centrales à gaz non plus. Mais en moyenne dans le monde, c'est 6. Les transports, c'est 15, donc c'est moins que les centrales à charbon. Retenez que les transports, c'est moins que les centrales à charbon. Donc quand vous voyez partout l'ennemi du climat, c'est Big Oil, ouais, c'est un des ennemis, mais c'est loin d'être le seul. Là-dedans, les voitures, c'est 6, les camions, c'est 4, et la marine et les avions, c'est 2. Les cimenteries, à elles toutes seules, c'est autant que la flotte mondiale de camions. Donc on n'est vraiment pas sorti du problème juste en mettant des éoliennes et en disant qu'on va mettre quelques vélos. C'est vraiment un problème de société si on s'attaque à ça. Et c'est normal puisque l'énergie a tout fait. L'alimentation, c'est 20. Retenez qu'en France, les 2 tiers de l'empreinte carbone de l'alimentation d'un Français, c'est le cheptel bovin. Parce que les vaches éructent du méthane, en pètent aussi, du reste, c'est dégueulasse les animaux. Par ailleurs, quand on utilise des engrais azotés dans les champs, il y a des émanations de protoxyde d'azote derrière ça, qui est aussi un gaz à effet de serre. La déforestation, c'est 8, et c'est un déterminant amont de l'agriculture. On déforeste pour produire plus. Donc, or, on a besoin de produire plus si on veut bouffer du buffet. Donc, à un moment, il y a une responsabilité majeure de la consommation de viande dans les émissions d'origine agricole. Et enfin, vous avez des bricoles. Alors, je vais finir avec un manifeste que lance le Shift Project en ce moment en disant, voilà, si l'Europe est un peu sérieuse dans ce contexte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, 1, la croissance ne reviendra pas. Donc, je dois passer de la consommation à la reconstruction. Parce que par ailleurs, j'ai besoin de boulot. Donc, c'est un programme dans lequel je remets les gens au boulot, pas en les payant plus, mais je les remets au boulot pour refaire l'Europe capable de fonctionner sans énergie fossile. J'en ai pour 50 ans, hein. Il y a de quoi faire. C'est un programme qui ne supporte pas l'augmentation de la concurrence et du libre-échange, parce que l'augmentation de la concurrence et du libre-échange multiplie les moyens de production au lieu de les mutualiser. Dans un monde contraint sur les ressources physiques, multiplier les moyens de production, c'est une connerie. Donc on a besoin, de nouveau, de faire de la mutualisation, et s'il y a des monopoles encadrés, il y a des monopoles encadrés, moi ça me va très bien, tant mieux pour ceux qui y sont, tant pis pour ceux qui y sont pas, on s'en fout, c'est l'intérêt collectif. La seule question dans ce cadre-là, c'est d'encadrer la rente. C'est de faire en sorte qu'elle soit à un niveau socialement acceptable. Socialement acceptable aujourd'hui, compte tenu des taux d'intérêt longs qui sont à 0, c'est 2%. D'accord ? Donc il faut faire en sorte que le rendement sur capitaux investis dans les métiers protégés, ça excède pas 2%. Voire 1. Ça veut dire que vous allez devoir déspécialiser les unités, parce qu'aujourd'hui, faire une grosse usine de 1000 personnes qui fait les portières gauche des camions, qui communique avec une grosse usine qui fait les portières droite des camions, qui communique avec une grosse usine qui fait la cabine du camion, qui communique avec une grosse usine qui assemble ça avec la remorque du camion, etc., ça ne marche pas dans un monde à l'énergie contrainte. Donc on va devoir déspécialiser, donc faire monter les coûts de fabrication. Et tout ça, mis bout à bout, qu'est-ce qu'on propose au Shift Project? On propose qu'on reconstruise l'Europe autour de la décarbonation de l'économie, comme on a construit initialement l'Europe autour de l'énergie, je vous rappelle, c'était la communauté du charbon et de l'acier, l'Europe au début. Et les 9 mesures structurantes qu'on propose, c'est supprimer le charbon dans l'électricité, obliger les constructeurs à vendre des véhicules qui ne dépassent pas 2 litres au 100 en 2030, donc on baisse progressivement, on fera des 2 chevaux, c'est pas très grave. Multiplier les réseaux de bus express dans la périphérie des villes et à plus long terme faire dégonfler les banlieues, parce que la banlieue est un tissu urbain non vivable dans un monde à l'énergie contrainte. Du reste, il est apparu ce tissu urbain dans un monde à l'énergie abondante, et c'est un tissu qui ne survivra pas à l'énergie contrainte. Et aujourd'hui, quand vous regardez où est le début de la déshérence économique dans ce pays, c'est dans ces zones-là. Il y a une raison physique, c'est pas juste une affaire de mauvaise volonté, malheureusement. Mauvaise volonté, c'est facile à corriger, la physique, c'est plus compliqué. Dans un monde sans pétrole, vous n'avez plus EasyJet pour aller voir vos voisins. Or, c'est important d'aller voir ses voisins et même de se marier avec de temps en temps, parce que c'est ça qui fait que les peuples se font pas trop la guerre. Donc, il faut maintenir les échanges, et les maintenir quand vous avez plus de pétrole ou moins de pétrole, il n'y a qu'un seul truc, c'est le train. Donc, il faut investir dans le réseau ferroviaire. Il faut diviser par 2 à 3 d'ici à 2050 les flux de production de matières premières dans l'industrie. Donc tant pis pour les mecs de Florange, mais c'est pas grave, on leur trouvera autre chose à faire. Donc il faut diminuer la production d'acier, de ciment, etc. Et de toute façon, l'économie circulaire, c'est ça, c'est moins produire et plus réparer. Il faut rénover tous les logements existants
en obligeant les propriétaires à le faire, sinon ça ira pas assez vite. Donc tous les gens qui sont propriétaires dans cette salle, il faudra vous obliger. Ça fera une bonne dépense, parce que si votre logement n'est plus chauffable du tout, il perdra plus de valeur que si vous avez investi un peu de vos éconocrocs dans le fait de le laisser chauffable. Il faut rénover tout le tertiaire public, et du reste ça, c'est ce qui va intéresser les gros loustiques, parce que c'est pas Bouygues et Vinci qui vont venir rénover votre appartement. Par contre, si vous leur dites l'hôpital de la Tivole est une passoire énergétique, je vous signe un contrat sur 20 ans à 3 milliards, ça c'est un truc pour eux. Je ne sais pas si l'hôpital de la Tivole est une passoire énergétique. Il faut développer de manière significative la filière forestière, parce que ça séquestre du carbone, parce que c'est une ressource locale, parce que ça remplace du ciment et de l'acier, parce que ça a des tas d'effets bénéfiques, que ça permet notamment d'améliorer l'infiltration de l'eau dans les sols, etc. Enfin, que du bonheur. Et il faut diviser par deux le cheptel bovin. Et comme j'aime beaucoup les éleveurs qui font un métier beaucoup plus dur que vous et moi, ça ne veut pas dire qu'ils doivent gagner moins d'argent, ça veut dire qu'on doit remettre en place des quotas avec des prix garantis pour ces gens-là qui sont 3 fois au-dessus de ce qu'ils sont aujourd'hui, et ils en feront moins et de meilleure qualité, et ils vont plus heureux. Et par ailleurs, ils seront plus de temps, donc ils seront disponibles pour rendre des services écosystémiques, typiquement s'occuper de replanter des haies, ou de faire d'autres types de travaux qui sont utiles. Voilà. Il faut savoir que dès que vous avez des productions AOC dans ce pays, vous vendez le lait 2 à 3 fois plus cher au litre que quand vous le vendez à la grande distribution. Donc ce que je propose, ce n'est pas nécessairement la ruine du producteur. Voilà, je suis désolé, donc nous allons tous mourir en incendie puisque nous avons dépassé de 10 minutes l'heure d'évacuation de la salle et j'ai compris que cette question c'était de l'ordre. Merci mille fois. Bon, écoutez, moi je crois que c'est une conférence exceptionnelle. Donc j'espère que vous nous donnerez votre clé USB pour qu'on puisse mettre ça sur notre site et que nos adhérents puissent avoir l'ensemble de vos slides. Deuxième point, l'apéro vous attend là-haut, bien sûr. Et troisième point, les étudiants vous distribueront, pour ceux qui veulent, des exemplaires de la revue générale du nucléaire. Qui sont gratuits, parce que c'est des documents qui restent. Voilà, bonne soirée.